Salutations YouTube. Bienvenue dans cette rétrospective 2026, celle de la 3e année de la chaîne. On s'était dit en décembre qu'on ferait des rétrospectives plus rapides pour qu'il y ait moins de contenu. Il s'avère qu'on s'est trompé parce que actuellement j'ai 66 jeux à parcourir, alors que la dernière fois, en l'espace d'un an, on en a parcouru une cinquantaine. C'est dire à quel point je suis un glandu. Cependant, il y a quand même une affaire, il faut savoir que je vais un peu ralentir le rythme des jeux vidéo, parce que je me rends bien compte que ça me laisse pas beaucoup de temps pour d'autres choses, et d'autre part, le rythme de 2 vidéos par jour sur la chaîne gaming, c'est intenable. Donc, on va revenir à un rythme un peu plus tranquille, et on va du coup pouvoir se faire une rétrospective assez sympa. Donc comme d'habitude, la rétrospective se fait en 2 points. Je vous mets l'arrière-plan, je vous mets un trailer, et je vous donne mon avis sur le jeu. C'est un avis qui n'engage que moi, c'est pas la peine de me dire en commentaire que je suis le pire des nuls parce que j'ai pas testé le jeu correctement ou quoi que ce soit. C'est vraiment un avis à moi, c'est si plutôt vous connaissez pas le jeu pour vous dire est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que je me suis emmerdé en le faisant. Voilà pour cette intro. Du coup on va pouvoir directement attaquer par le premier jeu, et alors c'est un jeu qui n'est pas des moindres. On va attaquer avec Super Fantasy Kingdom. Alors Super Fantasy Kingdom, normalement, j'ai un trailer qui doit traîner juste ici, voilà. Super Fantasy Kingdom, c'est le jeu qui nous a occupé pendant toutes mes vacances de décembre. Là, j'étais quasiment en vacances pendant un mois. Un jeu très cool, un jeu très novateur, mais un jeu qui, en fait, montrait ses limites. L'idée, c'est que pendant toute une journée, vous construisez votre cité, donc vous avez des défenseurs à mettre, vous avez de la nourriture à affiler pour qu'ils soient plus forts, etc. Le problème étant, c'est que la nuit, voilà, vous vous faites attaquer par une myriade d'ennemis, et il va falloir gérer. Il y a des alliés qui sont plus forts que d'autres, des bâtiments qui sont plus intéressants que d'autres, voilà, vous pouvez avoir des petits mineurs, que vous pouvez forcer à faire un travail ou non. C'est plutôt cool comme jeu, mais en fait, il est très limité. Je m'explique, c'est que il y a 2 modes. Il y a le mode mort-vivant et le mode humain. Le mode mort-vivant est beaucoup plus simple parce que le mode mort-vivant permet d'aller chercher des upgrades très tôt. Et le mode humain, pas du tout. Il faut attendre genre le 25e jour sur 30 pour commencer à arriver à faire un truc. Voilà, faut que vous alliez prendre votre petit bateau, et le bateau, il faut, je crois qu'il fasse 25 jours d'expédition pour que vous ayez le portail qui va vous filer des trucs complètement pétés. Donc c'est très dur. Et j'ai à peu près abandonné là. Ça s'est fait assez nativement, hein. J'en ai eu marre, j'ai arrêté d'y jouer. Bon, c'est un peu dommage, le jeu est cool, mais après il n'était pas totalement terminé dans mes souvenirs, donc j'espère qu'il s'est amélioré. Peut-être qu'on y reviendra. Deuxième jeu dont on va parler aujourd'hui, Dead Static Drive. Dead Static Drive, c'est un jeu qui m'a été vendu comme un road trip dans l'univers de Cthulhu. On va en parler assez rapidement parce qu'on va pas se mentir, c'était bien de la merde. L'idée c'est que vous démarrez dans, je sais même pas où, vous êtes dans une ville américaine. Vous prenez votre pactage, vous montez dans une voiture. Le jeu est vraiment très libre. Et assez rapidement en fait vous réalisez que la nuit c'est la merde. Vous pouvez prendre des alliés avec vous qui vous demanderont d'aller à des endroits, faire des choses. Vous pouvez... En fait c'est un peu un DayZ. Le problème c'est que ça ne sert à rien, c'est-à-dire que le jeu n'a pas vraiment d'objectif, les monstres sont ultra vénères, le système de jeu est pas très intéressant, c'est buggé jusqu'à la moelle. C'était pas un bon moment, hein. Vraiment, je vous le recommande pas spécialement, même si vous êtes très fan de Lovecraft, c'est plutôt si vous avez... Alors c'est même pas DayZ, c'est... Mais vous savez, c'est ce jeu isométrique avec les zombies. Vous me mettrez dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, celui-là je l'ai vraiment trouvé merdique, je vous le recommande absolument pas. Jeu suivant. Alors, ce prochain jeu, il est un peu particulier parce qu'il n'est pas récent. C'est un peu la série rétrospective des jeux qu'on a fait sur l'année. Il s'agit
de Soleil sur Mega Drive. Alors, Soleil, c'est quoi exactement? Soleil, c'est un jeu des années 90, je vous ai mis la publicité japonaise. C'est un jeu qui est un des rares qui a été traduit en français. Il est assez lunaire, hein. Il est pas très long, on l'a fini en quoi? En 2-3 sessions dans mes souvenirs. C'est un RPG vraiment à l'ancienne, c'est un RPG qui m'avait bloqué à l'époque parce que j'avais pas du tout compris qu'est-ce qu'il fallait faire. On va aller voilà dans le jardin d'Éden, on va parler à des animaux pendant très 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 longtemps avec une malédiction de con. C'est c'est pas très bon. Mais c'est pas mauvais quand même, hein. C'est pour l'époque, il est assez bluffant et je vais pas me passer un moment désagréable. L'idée c'est que, en fait, dès le début, vous avez une malédiction qui fait que vous ne pouvez plus parler aux humains, mais vous pouvez parler aux animaux et vous allez parler genre à votre petit chien et le petit chien il va faire oh mais tu me comprends, bah maintenant je viens avec toi et le petit chien il peut bloquer les ennemis. Vous allez ensuite tomber sur d'autres animaux, genre le guépard. Le guépard va vous dire ah, si tu me bats à la course, je viens avec toi. Et quand vous l'avez avec vous, vous allez plus vite. Et ça ne va être que ça va être des combinaisons d'animaux. Voilà, on le voit là, hein, il a deux animaux avec lui. Il a le pingouin et l'écureuil volant. C'était pas désagréable, l'histoire est éclatée au sol. Hein. Moi, je m'en rappelais pas vraiment, mais ouais. Enfin, bref, un bon jeu, plutôt à réserver quand même à l'élite. Non, si vous aimez bien les jeux rétro, que vous avez jamais fait ce RPG, ça peut être sympa à faire. Est-ce qu'il faut vraiment le recommander? J'en suis pas certain. Ok, jeu suivant, il va s'agir de Digging a Hole. Un jeu qui est sorti sur le Game Pass en fin d'année dernière. Alors c'est vraiment les jeux du trou, hein. Mintos les appelle les jeux du trou, c'est-à-dire que vous démarrez avec une pauvre petite pelle merdique, vous faites un tout petit trou dans votre jardin, vous trouvez des pierres que vous revendez, ce qui vous permet d'acheter une meilleure pelle, ce qui vous permet d'acheter de plus en plus de matériel, de creuser plus profond, d'avoir des meilleurs minerais que vous allez revendre plus cher, pour acheter des améliorations qui coûtent de plus en plus cher jusqu'à arriver à la fin. En vrai, ça occupe pendant 2-3 heures, c'est rigolo. Mais c'est pas bon non plus, quoi. En fait, c'est à la hauteur de ce qu'on attend. Voilà, vous voyez, vous faites des tout petits trous au début, vous êtes vachement content quand vous avez une pierre, quand vous avez voilà, des pognons. Waouh, 23 de pognons, mais alors là, c'est la teuf. Mais il vous faudra plusieurs millions. Ce que je trouvais assez cool, c'est que ils ont laissé un outil de debug qui permet en fait d'avoir de la thune dès le début, ce qui vous permet de creuser comme un débile. Et il y a un succès, finir le jeu en 30 minutes, qui est assez chaud en légal, mais en trichant comme ça se fait bien. Et ça a donné surtout la mode des jeux à trous, parce que aujourd'hui tu as des centaines de jeux à trous où tu creuses différents trucs pour différentes raisons. C'est marrant, mais c'est pas un gameplay qui ira loin. Jeu suivant, un jeu que j'aime beaucoup, dont on a pu juste tester la démo, parce que bah il était que en démo à l'époque. Escape Academy 2, Back to School, dans une résolution des plus dégueulasses, j'en suis désolé. Habituez-vous un peu à ça, il y a des fois des images, je les ai pas trouvées en belle qualité, c'est pas dramatique. Escape Academy 2, c'est la suite du coup de Escape Academy, si vous l'aviez déduit, bravo, vous êtes des vrais génies. Escape Academy, on l'avait fait avec madame, on s'était bien amusé, en une après-midi on l'avait torché, on avait fait les 5 chapitres en un rien de temps. Les DLC c'est pareil, je les ai mangés, mais comme des bonbons, là c'est fait clouc clouc clouc, hop, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. L'Escape Academy 2 avait l'air un peu plus ancré dans l'idée de faire un lore et de faire des salles interconnectées, vraiment de faire une académie. C'est pas idiot. Maintenant, les énigmes sont pas très compliquées non plus. On va dire que pour quelqu'un qui a fait déjà de l'escape room, c'est pas très compliqué. Mais c'est un bon jeu. Je crois qu'il est sorti depuis, ou alors il va sortir. Bah, en tout cas, foncez si vous aimez bien les jeux d'enquête, les jeux d'énigmes. C'est un bon jeu. C'est cool comme jeu. Et en plus, on peut y jouer à deux. Et alors ça, si ça c'est pas goldé. Oh la vache. Jeu suivant, et ce sera encore une démo. UO Airlines. Alors, UO Airlines, si vous avez aimé... comment il s'appelait ce jeu? Overcooked. Vraiment, UO Airlines, c'est Overcooked
mais dans un avion. Il faut gérer les passagers, il faut leur apporter à bouffer, il faut gérer le vol, il faut pas ouvrir les portes pendant le vol, il faut rester assis sinon vous tombez. Tout est sur un système de points qui est assez bien pensé, c'est édité par Team 17. C'est vraiment overcooked avec un bateau, mais enfin avec un bateau, avec un avion. Mais j'ai passé vraiment un bon moment et je sais plus, la démo a duré 1 heure et demie. Très 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 prometteur. Si le jeu tient ses promesses jusqu'au bout, il y a vraiment moyen de faire des trucs marrants. Vous allez avoir le feu, donc il va falloir l'éteindre assez rapidement. En fait, le jeu te déborde, mais sans que ce soit infaisable, donc c'est assez cool. Je crois pas qu'il est sorti aujourd'hui, ou alors ça doit être très récent, mais dans mes souvenirs ça va être cet été. Si vous voulez un petit jeu à jouer entre amis ou avec les enfants, ouais, carrément, très très bon jeu, très très sympa. Très bien, alors jeu suivant, toujours dans le mode des démos, mais aussi des jeux de plateau, et vous savez que j'ai un amour tout particulier pour les jeux de plateau, et encore plus dans les jeux de plateau qui sont adaptés. Keep the Heroes Out. Alors, Keep the Heroes Out, dans le principe, vous avez un donjon dans lequel vous allez faire popper des alliés de votre classe, qui peut varier, c'est-à-dire que vous pouvez voir la team des squelettes, vous pouvez avoir la team des sorciers avec des rats, enfin, je me rappelle plus exactement comment ça marche, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que, en fait, le jeu vous explose la gueule. Il est vraiment... Alors, soit j'ai vraiment pas de bol, soit il est vraiment codé pour vous péter la gueule. L'idée, c'est de réussir un objectif, il me semble. Mais il y a un espèce de principe de... si deux personnages se trouvent sur la même tuile, ils vont se combattre, mais vous pouvez les faire se déplacer, et vous pouvez en générer des nouveaux... je me rappelle que j'avais pas été convaincu à l'époque. Vous pouvez sûrement revoir ma vidéo qui va être... je sais pas où. Mais bof. Peut-être que le jeu de plateau de base est sympa, mais je pense qu'il est à peu près aussi chiant. Ça sent le projet qui a été kickstarté, qui a une petite fanbase suffisante pour sortir en jeu vidéo. C'est dommage, hein, il y a des jeux bien meilleurs qui mériteraient d'être adaptés. Mais enfin. Jeu suivant. Un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, alors celui-là je l'ai pas streamé parce que j'y ai joué pendant que j'étais en vacances. Il s'agit de Deepest Chamber Resurrection. Alors, je suis désolé, j'ai pas trouvé une meilleure image. Alors, Deepest Chamber Resurrection, c'est un roguelite avec des cartes où vous jouez un héros qui rentre dans le trou de balle d'un donjon où il y a vraiment... Enfin, c'est vraiment c'est vraiment les égouts du jeu vidéo. Et il va y aller du coup avec 3 copains. Donc selon l'équipe que vous faites, il se passe pas les mêmes choses, vous aurez pas les mêmes cartes. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un jeu à combo. C'est-à-dire que j'ai eu plein de combos qui étaient super marrantes. Je me rappelle d'une combo où je jetais des couteaux. Et en fait, à chaque fois que je lance un couteau... Non, des shurikens peut-être. En tout cas, je jetais des trucs, et à chaque fois que j'en lançais un, je faisais des dégâts. Vous voyez qu'il y a, il y a des petites barres sur les cartes qui les permettent de les upgrader. Si toutes les barres sont remplies, elles sont upgradées, et quand vous jouez une carte, vous upgradez d'une barre les 2 cartes à gauche et à droite. Donc faut vous imaginer, vous avez 3 cartes, vous jouez la carte du milieu, celle de gauche et celle de droite gagnent une barre, mais vous avez joué la carte du milieu. Et c'est vraiment un truc à combo, c'est-à-dire que genre avec les shurikens, j'en lançais plein, je montais mes trucs en level, je joue une carte qui me permet de ravoir 4 shurikens, j'en relance 4, ça re-upgrade un autre truc, c'est un très très bon jeu de combo. En prime, vous avez du roguelite avec le fait de pouvoir déjà changer vos compagnons, leur filer du matériel aussi, hein. Vous allez pouvoir leur filer des armures qui vont leur donner des défenses, qui vont peut-être leur donner des nouvelles cartes, des nouveaux machins, il vous faudra du pognon pour acheter certains trucs. C'était cool. Je suis loin de l'avoir fini. J'y joue un petit peu de temps en temps. Ouais, vraiment, belle découverte. Hein. Si vous voulez un jeu pour vous occuper, vous avez genre une semaine de vacances, vous voulez faire un jeu offline, pas prise de tête, bien celui-là, bien. Très appréciable, très sympa. L'ambiance est un peu tristouille du coup, parce que vous êtes que en environnement claustrophobique, mais vraiment au possible.
Mais bon, à ce détail près, c'est sympa, hein. Je considère que c'est un bon jeu. Si vous aimez les roguelites, ça peut vous plaire. Si vous aimez les jeux de cartes, ça peut vous plaire. Ok, alors jeu suivant. Celui-là, je pensais pas un jour avoir à en parler. On l'a testé une fois en vidéo parce que je me suis demandé ce que c'était. Je sens bien que c'était la grande erreur de ma vie. Nous allons parler de Marvel Snap. Marvel Snap, c'est un jeu multijoueur, alors le trailer ne lui rendra vraiment pas honneur. C'est un jeu multijoueur dans l'univers de Marvel qui se joue sur mobile comme sur PC. Le problème de ce jeu, comme beaucoup de jeux, c'est que en gros, si vous aimez... comment ça s'appelle? Pas Aerostorm, mais... Ah mince, le jeu de cartes de Blizzard. Bon bref, vous l'aurez au montage. Si vous aimez ce genre de jeu où il faut dépenser une fortune pour avoir des cartes virtuelles hein, que vous ne possédez pas, pour faire des decks et vous battre, ben c'est pas trop mal. C'est un jeu qui a des bonnes idées, hein. Je veux pas lui jeter la pierre là-dessus. Les idées sont vraiment coolos. Le problème, c'est que c'est vraiment pensé dans une logique de lâche ta thune, gros bâtard. Il y a des cartes qui sont mais obscènes. Et en fait, si vous voulez, il y a un peu 3 classements. C'est-à-dire qu'au début, vous allez jouer avec une poule de joueurs à peu près de votre niveau qui est complètement nulle. Et à un moment, vous allez passer au step d'au-dessus. Vous allez passer un peu dans la catégorie, on va dire, argent, où vous tombez sur des mecs qui ont vraiment saigné le jeu depuis le début, qui ont des decks ultra optimisés, qui ont des cartes que vous avez jamais vues de votre vie. Le free-to-play vous permettra jamais de les acheter parce qu'elles coûtent une fortune, mais c'est indécent à quel point elles coûtent cher. Donc vous passerez jamais le palier argent sans mettre un peu de billets. Et au-delà du palier argent, il y a ceux qui savent vraiment jouer, qui veulent vraiment jouer. Et là, c'est ridicule. Bon jeu dans le principe, mais n'y jouez pas. J'y ai joué pendant 2-3 mois. J'ai fait des événements, j'ai fait des machins. C'est cool, hein, vraiment. Les événements, ils sont rigolos et des machins. Mais dès que vous tombez sur un joueur qui est un peu de la catégorie d'au-dessus et qui a même joué depuis assez longtemps, il va vous exploser. Le power creep, il est inexistant. Il y a pourtant plein de bonnes idées, il y a des combos qui sont marrantes, mais non. Non, je peux pas logiquement vous conseiller. C'est pareil, le principe de jeu, c'est que vous avez un mana, puis 2, puis 3, et vous allez aller jusqu'à 6. Il y a 3 zones à contrôler, il faut avoir le plus gros score. Et au début, vous vous dites, bah ça va être simple, et en fait, c'est un jeu à combo, c'est-à-dire que vous allez peut-être jouer un personnage qui va donner plus 3 à tous les autres zones, mais pas sur la sienne. Puis après, vous allez jouer un mec qui va mettre des petites créatures partout, mais vous pouvez plus jouer du coup. Des mecs qui vont se sacrifier, il y a beaucoup de combos comme ça. Typiquement, ben, on le voit là, Venom, quand il est joué quelque part, il mange tous les autres personnages, mais il gagne 2 points de force pour chaque personnage mangé, ça vous permet de rejouer. C'est pas con dans l'idée. Vraiment, hein, le jeu a un vrai potentiel, il pourrait être vraiment sympa, mais il est complètement corrompu par le fait qu'il y ait besoin de mettre de la thune dedans. Je veux bien hein, qu'il faut bien financer le jeu, mais j'aurais préféré vraiment une version payante avec un DLC annuel ou biannuel, plus de mode PvE. Et là, j'aurais vraiment été heureux. Là, je suis juste triste et déçu par ce jeu. N'y jouez pas, hein, vraiment, il ne mérite pas votre temps. Jeu suivant. Nous allons parler d'un jeu auquel nous n'avons joué qu'une seule fois sur la chaîne, et qu'une seule fois, je pense, de toute ma vie. Nous allons parler brièvement de Mortal Kombat 10. Je sais, on est, je pense, au 12e épisode, peut-être même 13e aujourd'hui, mais que voulez-vous, on joue avec les moyens qu'on a. Mortal Kombat, une licence que j'ai vue apparaître. J'étais né quand il y avait le premier, je l'ai vu sur borne d'arcade, je me rappelle très bien des combos que les gens faisaient en appuyant sur tous les boutons pour faire une fatality, des pièces que la borne d'arcade bouffait, mais alors elle en bouffait vraiment de manière industrielle. Là on y a joué pendant une soirée avec ma meilleure amie, c'était marrant. Maintenant je sais que c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement,
pour comprendre comment il marche. En vrai, je pense que si avec ma meilleure amie on y jouait tout le temps, si avec Gata on faisait des games régulières, on se tirerait mutuellement vers le haut. Parce que c'est comme ça qu'un jeu de combat il marche. C'est parce que t'as un copain qui est plus fort que toi et t'as envie de le battre. Donc tu t'entraînes. Puis après tu rejoues contre lui et tu réussis à le battre et t'as une méta. Et du coup lui il va dire attends tu m'as battu, je vais trouver comment. Et en fait mutuellement vous vous tirez vers le haut. C'est je sais plus dans quel pays, je crois que c'est le Pakistan là. Ou si vous regardez The Great Review, il y a un pays comme ça où les mecs ne jouent qu'à un seul jeu et ils sont extra forts. Mais c'est genre vraiment indécent à quel point ils sont forts. Mais parce qu'ils jouent que à ça et ils se tirent mutuellement et tout le monde se donne des astuces et des machins. Arrive un moment, ça devient un vrai match. C'est vraiment trop bien. Hein. C'est vraiment trop bien d'avoir un système comme ça. C'est vraiment un autre univers. Maintenant, voilà. On y a joué une fois, on y jouera peut-être une autre fois, mais pas trop y croire. Jeu suivant, j'en suis pas spécialement fier. En vrai, si, parce que c'était juste drôle. Nous allons parler de Bratz, rythme et style, un jeu pour vos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'histoire était inexistante, le système de jeu était vraiment débile. Moi, je me suis beaucoup amusé, j'ai de bons souvenirs d'avoir joué à Jennifer Lopez et d'avoir vraiment dit des atrocités durant le jeu. En vrai, il est moyen. Je peux pas dire qu'il est bon, j'ai pas passé un excellent moment dessus, mais par rapport à Barbie, il a pas des conclusions aussi stupides et puériles. Ça reste très superficiel, ça reste très axé dans l'idée de la petite fille qui joue aux poupées et qui les habille et qui veut qu'elles soient très belles. Ça reste dans l'idée de la femme n'est qu'un effet visuel et ne s'inquiète que de son apparence. Oui. Mais proportionnellement, ça véhicule pas de messages dangereux et stupides. C'est un jeu qui est mal exécuté, c'est un jeu qui est pas très intéressant, mais c'est pas un mauvais jeu pour autant, on n'a pas passé un si mauvais moment, on a bien rigolé dessus. Si vous avez une petite fille, ou même un petit garçon qui aime bien les Bratz, c'est pas mauvais. C'est pas par là que je commencerai, mais pour un fan, après tout, why not? Jeu suivant et non des moindres, parce que ça fait partie des jeux rétro qu'on a pu tester. Un certain Landstalker, un jeu de Mega Drive qui est sorti, je crois, en 93 ou 94. Un RPG avec une vue isométrique qui était complètement révolutionnaire pour l'époque, qui a fait une espèce de polémique assez bizarroïde parce que on a pu tester, il y avait une pseudo-censure durant le jeu. Le problème, c'est que j'ai été voir des let's play en japonais, je n'ai jamais vu à quel moment pouvait intervenir ce moment. Et on va pas se mentir, hein, c'est une censure, on se demande un peu pourquoi elle est là, parce que au final, c'est juste un personnage qui prend son bain. Alors ok, c'est une fille, mais il n'y a pas une image de fesses ni rien. Et je crois qu'il y avait beaucoup d'humour aussi sur le fait que... Enfin, il y a un moment, clairement, on va dans un bordel, et ça a été traduit, oui, tu veux des massages? Clin d'œil, clin d'œil. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, le jeu était... Alors, il était vraiment ultra dur. À l'époque, quand je l'avais sur cartouche, je m'étais arrêté à un moment, et vraiment, je m'étais arrêté au bon moment, parce que après, mais c'est d'un dur... Vraiment, le jeu te fait aucun cadeau. La fin est un peu abrupte, on sent bien qu'ils ont mis tout le budget dans le jeu et pas dans les trucs autour, malgré qu'il y a des séquences quand même qui soient assez impressionnantes, il y a des dialogues, il y a des PNJ, il y a quand même des trucs qui étaient cool. Maintenant, si vous n'avez pas fait à nouveau, hein, c'est un très bon RPG de l'époque. Si vous êtes fan de RPG, vous voulez un peu découvrir comment étaient les RPG à l'époque, il me semble qu'il est en français. Ça peut être sympa, c'est juste que faut savoir qu'il est exigeant. C'est pas un Dark Souls non plus, mais c'est compliqué. Jeu suivant, on en avait déjà parlé dans la rétrospective précédente pour d'autres raisons. Il s'agit de Hitman World of Assassination, et plus particulièrement la mission Eminem contre Slim Shady.
Une mission qu'ils nous ont filé gratos pendant, je crois, genre un mois. Alors c'est vraiment, à chaque fois, c'est une seule mission qui est reprise d'une map qu'on connaît déjà. Là, c'était Hokkaido. Mais c'était quand même cool. Je reste très très fan hein, de Hitman. Faudrait vraiment qu'on prenne le temps. Le seul truc, c'est que je sais que c'est un engagement qui va durer longtemps. Parce que Hitman, c'est vraiment un jeu de cœur. Il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi il y a eu Slim Shady? Pourquoi il y a eu Eminem? J'en ai aucune idée. C'était rigolo. C'était quand même moins rigolo que de combattre le chiffre l'année dernière. Il y a eu aussi Mila Jovovich, je crois, mais je crois pas que je l'ai faite. J'attendrai qu'elle revienne. C'est pas très important non plus, parce que bon, Mila quoi. Mais bon, aujourd'hui, quand je tourne, le nouveau James Bond de IO Interactive est sorti. Il n'empêche que Hitman reste vraiment une valeur très très sûre si vous voulez tester un jeu de ce genre. C'est vraiment de l'infiltration à l'ancienne, c'est vraiment de l'infiltration sociale en plus, et c'est très très cool, très bon jeu. Alors 2026 a été aussi l'année des partenariats pour la chaîne. L'année dernière on avait eu un seul partenariat sur Dark Quest. Cette année on en a eu plusieurs, donc on va les parcourir aussi. On a pu tester ainsi Pinkip. Pinkip qui est un petit jeu de roguelite avec le principe d'un flipper et un peu à Age of Empire avec un flipper. L'idée c'est que votre bille vous sert à ramasser ce qu'il y a, donc si vous tapez sur une forêt vous ramassez des arbres, si vous tapez sur une mine vous récupérez du fer, mais votre balle transporte ce merdier et il faut le déposer quelque part. Et pendant ce temps, bien entendu, vous vous faites attaquer en même temps, vous avez voilà ce genre de pouvoir qui vous permet de rediriger la balle, vous pouvez acheter des bâtiments qui vous servent de bouclier, qui vous permettent, si vous mettez la balle, de la repropulser. C'est pas trop mal, l'idée est intéressante. Quand j'avais testé le jeu, il était encore en phase de démo, je crois qu'aujourd'hui il est sorti. C'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas le jeu de l'année, mais si vous aimez bien les roguelites et la construction, après tout, pourquoi pas. Jeu suivant, un excellent jeu qui est sorti je crois début d'année, en tout cas on me l'a offert pour Noël, Dispatch. Dispatch, vraiment le jeu narratif par excellence, hein, la visual novel que tout le monde adore. Dispatch, c'est un espèce de The Boys, hein, vous jouez dans un monde de super-héros. Votre personnage est un ancien humain qui se faisait appeler Mechaman parce qu'il avait un mecha. Comme son mecha se fait péter la gueule, il se retrouve à devoir gérer les autres héros. C'est tourné comme les jeux de Telltale, je crois que c'est des gens de Telltale justement qui l'ont fait, avec des embranchements, des histoires, des machins. Et le cœur du gameplay, c'est les moments où vous devez dispatcher les héros, d'où le nom. C'est vraiment sympa comme jeu. C'est un peu dommage que comme il a le même défaut que les jeux Telltale, c'est-à-dire que le jeu doit vous emmener jusqu'à la fin de son histoire, et du coup vous allez avoir des variations, mais vous allez jamais pouvoir complètement déroger à la règle. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'à un seul instant je pouvais vraiment faire un truc différent. J'ai pu sortir avec la blonde sur ma deuxième run, mais j'ai bien senti que le jeu à la fin, il allait pas me fermer la porte entièrement à l'autre minette. Comme un peu... comment s'appelait ce jeu? Dungeon Slayer, comment dire, les histoires... enfin, les déclencheurs d'histoire sont pas très clairs. Genre pour moi, quand j'étais parti pour faire un couple avec la blonde, elle m'a emmené en repas, elle en tout... Et d'un coup, je me retrouve avec l'autre minénette brune, je lui fais un bisou dans dans le secret le plus absolu, et le jeu a considéré, non, c'est mort, là. Tout le monde le sait. Alors, ouais. Mais par contre, ils ont très très bien rendu l'aspect communautaire. Les personnages matchent bien entre eux, on voit bien que c'est des méchants qui deviennent gentils. Ça fait vraiment, en fait, un groupe de potes, et t'es un peu triste quand t'attaques le dernier chapitre, parce que tu sais que tu perds un peu ce groupe de potes, et qu'il va falloir refaire une game pour les retrouver. Cela dit, je pense qu'on y rejouera, parce que j'ai encore pas mal d'idées de run en tête, l'idée de
l'idée d'être un vrai nul, l'idée de sortir que avec la blonde ou que avec la brune pour voir s'il y a des variations. Essayez d'aller un peu chercher, gratter s'il y a des trucs sympas. Je m'attends pas à des grandes surprises, c'est comme les jeux Telltale en fait, c'est une fois qu'ils sont finis. Dès que tu fais la deuxième run, la magie s'effondre et plus tu joues, plus la magie s'effrite. Ça reste quand même un beau projet. Alors ouais, pareil, il y a quand même un truc qu'il faut dégager qui était vraiment nul de chez nul, c'est l'idée des QTE qui t'empêchent de profiter des animations alors qu'ils ne servent à rien ces QTE, tu les fais pas, rien ne change et tu peux même les désactiver dans les options. Si vous achetez le jeu, vraiment désactivez ces QTE qui ne servent absolument à rien à part vous sortir de l'action. Jeu suivant, un jeu que j'ai beaucoup aimé et paradoxalement dont j'ai pas d'énormes souvenirs. Nous allons parler de Sherlock Holmes et The Devil's Daughter. Donc un jeu qui est dans la lignée, dans la suite des jeux Sherlock Holmes, qui sont édités par Frogware, si je dis pas de bêtises. Devil's Daughter, c'est celui où on suit comme fil rouge le fait que Sherlock Holmes est une fille. Le problème, c'est que vu que je n'avais pas fait les jeux avant, j'étais là... J'ai aucune idée de qui c'est, et en fait, cette gamine, c'est la gamine de Moriarty, qui a été combattue dans un jeu précédent. J'ai trouvé que ce jeu était beaucoup plus beau, beaucoup plus vivant, il y a beaucoup plus d'action que dans... c'était quoi, Crimes and Punishment, qu'on avait fait l'année dernière, qui était bien, mais qui était très... qui était beaucoup dans la réflexion. Celui-là était un peu plus dans l'action, avec un Londres intégralement modélisé, alors un quartier quand même, hein, faut pas déconner. Les enquêtes étaient assez noires hein, quand même, c'était beaucoup d'exploration qui s'était mal passée, beaucoup de... Il y a eu la chasse à l'homme, enfin... Vraiment, c'était assez noir quand même dans l'histoire. C'était cool. C'était cool. De toute façon, les jeux Sherlock Holmes, c'est toujours une valeur sûre. La conclusion sortait un peu de nulle part, mais on a eu la bonne conclusion qu'on voulait. Et ils n'ont pas été des connards, les succès n'étaient pas très compliqués, donc it's cool. C'était sympa. Jeu suivant, un jeu de simulation qui vient du RSS. Alors pas du RSS, mais bon, vous avez compris, hein, c'est un pays de l'Est qui a développé ça. Il s'agit de Quarantine Zone. Quarantine Zone, c'est un jeu qu'on a beaucoup vu en début d'année et que tout le monde a oublié, j'ai l'impression. Le principe, c'est que c'est un simulateur où, en gros, vous jouez à Walking Dead. Vous arrivez sur une base militaire et vous devez déterminer si les survivants qui viennent vous voir sont infectés par la maladie ou non. Et plus vous avancez dans le jeu, plus il y a de symptômes à découvrir. C'est une très bonne idée, c'est plutôt bien pensé, c'est un peu dommage qu'ils aient pas profité de ce genre de principe pour justement faire découvrir les nouveaux symptômes, mettre un peu un système d'enquête, genre un mec qui arrive et qui a du pu qui coule par les yeux et en fait vous le remarquez pas et il contamine des gens et après vous êtes merde. Donc c'est quand même bien pensé, hein. Les survivants que vous récupérez, vous devez les envoyer soit en recherche, soit dans d'autres bases militaires, vous devez gérer la bouffe, l'électricité, etc. Après il y a beaucoup de systèmes aussi qui servent à rien, genre typiquement l'électricité, ils vous montrent en début de jeu qu'est-ce qui se passe si vous avez plus d'électricité, mais en même temps vous allez toujours mettre de l'essence parce que c'est un truc vital, là où la bouffe est un peu moins essentielle. Pareil, il y a des moments où vous vous retrouvez dans un drone et vous pouvez tirer sur les ennemis. Ça sert absolument à rien, les vagues de zombies, c'est très très mal géré, ça casse le rythme du jeu. On sent que c'est un jeu quand même qui est un peu un premier jeu. Maintenant, je vais pas passer un moment désagréable dessus, c'était quand même très très cool. C'est une super bonne idée, et j'espère que vous aurez d'autres idées comme ça, parce que, ouais, gros potentiel, et c'était très sympa. Évidemment, le titre du jeu, le fait qu'il y ait une zone de quarantaine qu'on puisse utiliser, excellent, très très bonne idée. Bravo à ces gens, même si aujourd'hui plus personne n'y joue. Ça a été une mode pendant, je crois, 1 mois et demi. Si vous l'avez pas fait, découvrez-le, c'était sympa comme jeu. Nouveau jeu dont on va parler, un jeu qu'on a testé lors d'une démo, je me semblait que c'était dans un fest, mais en fait même pas, hein, c'est vraiment un peu sorti du lot. Il s'agit de TCG Inspector, Trading Card Inspector, un jeu où vous recevez en fait des cartes et vous devez les identifier et voir si elles sont véritables en tenant compte de règles.
Typiquement le travail qu'on fait à PCA, PSA, enfin tous les trucs de grading de cartes. Le principe était super cool, le jeu est très bon, j'ai beaucoup aimé l'idée, avec des règles qui évoluent, avec le fait que cette carte-là, typiquement vous voyez, hein, le fait qu'il y ait un cœur en haut et un méchant en bas, ça peut peut-être pas aller. Très sympa, très bonne idée. Vraiment hâte que le jeu sorte. J'espère... alors, ça fait partie de ces jeux où pendant que j'y jouais, il y avait un mec qui venait en commentaire, et en fait, le mec était dans le développement du jeu, donc j'espère qu'il m'aura pas oublié, parce que c'était vraiment très très bien comme jeu, et j'aimerais beaucoup le faire, et si je peux ne pas le payer, ça m'arrange beaucoup. Mais si en tout cas on l'a, on y jouera en stream. Et j'ai pas mis le trailer, parce qu'évidemment, je suis un crétin bête. Jeu suivant. Dans mon délire de simulateur de vie et de travail, j'ai pu faire en 2026 un jeu qui s'appelle Electrician Simulator. Bon, comme son nom l'indique, c'est un jeu de simulateur d'électricien. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, parce que moi, il faut savoir que mes études, je les ai faites pour devenir électronicien. Mais bon, dans le principe, électrotechnicien exactement. Mais dans le principe, je savais faire ça. Alors c'était assez rigolo ce principe de devoir tirer des câbles et de faire n'importe quoi avec, d'avoir des câbles qui traversaient qui traversaient les pièces quasiment à nu. Oh, ça me faisait beaucoup rire. C'était sympa, je l'ai payé un truc genre 1 ou 2 euros, il vaut pas tellement plus, mais voilà, c'était plaisant de pouvoir démonter des pièces, dessouder des trucs, réparer en quelques clics. Si vous aimez bien bricoler et que vous voulez un petit jeu sympa, ça marche bien. Il a un espèce de mode bac à sable avec votre propre maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, ça c'est vraiment luxueux, mais on a fait le nécessaire, on s'est bien marré quand même dessus. Jeu suivant, un des jeux... Comment je vais les qualifier? Un des jeux qui ne sont pas vraiment adaptés pour nous. Je veux bien entendu parler de My Little Pony Mystère à Haute-Zéphyr. Que dire sans être insultant? C'est un jeu My Little Pony à la hauteur de la déception que vous pouvez vous attendre, où vous allez pouvoir relooker vos personnages sans que ça n'ait la moindre utilité. Les jeux de... Voilà, il y a des jeux de rythme, mais qui sont... Il y a quasiment que des jeux de rythme, en fait. Enfin, c'est une compilation de jeux mobiles, et c'est un jeu à patounes, sinon. L'histoire est incohérente au possible, et les personnages ont des pouvoirs complètement pétés. C'est vraiment très mauvais. En fait, le problème de ce genre d'histoire, c'est que c'est adressé à des très jeunes enfants qui vont avoir peut-être 3-4 ans. J'ai pas mis l'autorun, évidemment, mais c'est pas grave, on va la remettre. C'est du coup des histoires qui sont destinées à des enfants, mais quel enfant jouerait à ça? Je sais pas. En tout cas, c'était très décevant, même avec un esprit critique. Vraiment, un Bratz, je me suis plus amusé dessus, alors que pourtant c'était vraiment de la merde. Mais là c'est vraiment de la merde de très haute qualité. Oui, vous pouvez jouer en coop. Ah oui, c'est vrai qu'à la base, je voulais y jouer en coop avec ma meilleure amie, et au final, en fait, la coop est locale. C'est dire à quel point les gens qui ont développé cette merde sont des branleurs. Je ne peux que vous recommander de ne pas jouer à ça. Vraiment, mettez Sonic entre les mains de votre gamin, il s'amusera beaucoup plus. Jeu suivant, nous allons parler de Rat Spider Frog. Alors Rat Spider Frog, ça fait partie de ces jeux qui m'ont été offerts par l'éditeur, genre je leur remercie encore. Hein. Le principe, c'est que vous démarrez avec une équipe, je crois, de rats, forcément. Et vous allez, au fur et à mesure, rencontrer des nouveaux alliés que vous allez pouvoir prendre avec vous. Et dans l'eau, évidemment, il y a des rats et il y a des grenouilles. Et vous pouvez faire baiser vos personnages ensemble. Donc vous pouvez vous retomber sur un espèce de mélange entre rat et araignée qui vous donne une espèce de créature difforme comme on peut voir à gauche. Puis après les faire baiser avec des grenouilles pour avoir encore un truc bizarre. Sachant qu'à chaque fois les enfants tirent des capacités de leurs parents. Et le tout fonctionne assez bien. L'idée c'est quand même d'avoir des gens du stream qui viennent remplacer les noms de vos personnages,
Et du coup, vous pouvez vous retrouver voilà, à mettre des gens du stream à la cuisine. C'est vous les sacrifier et vous les donner à bouffer. Donc en gros, c'est mange ton père une fois que je l'ai tué. En vrai, je pense que c'est rigolo. Vraiment, hein, je me dis, Mintos, il aurait vraiment moyen de se marrer dessus. Pour le grand public, bon, ça reste pas extraordinaire. Mais ouais, sur un grand streamer, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Jeu suivant, une série à laquelle on s'est pas vraiment frotté, non, on s'en est même pas du tout frotté, mais je suis tombé sur une vidéo YouTube qui m'a complètement convaincu qu'il fallait jouer à ce jeu. Je parle bien entendu de Dragon Dogma Online. Dragon Dogma, c'est une franchise à laquelle on n'a pas joué du tout en stream. Hein. J'ai vu Madame Maga y jouer, mais je connais assez peu les jeux. Je me suis dit que, voyant le online existant et gratuit, je me suis dit ça peut être cool, ça peut être marrant à essayer. C'est clairement pas aussi bon qu'un Dragon's Dogma. Je sens bien qu'il y a un aspect multijoueur qu'ils ont greffé et qui, bah, du coup, ne fonctionne pas vraiment parce que, bah, enfin, c'est un jeu qui n'est pas vraiment pensé pour du multi et bah, qui a été fait avec un peu les bouts de ficelle. Hein. De toute façon, Capcom a jamais mis vraiment de moyens dans Dragon Dogma parce qu'ils y croyaient pas vraiment, à part le premier où vraiment c'est le projet expérimental, mais on sent bien que le 2 il a été fait dans la souffrance et le online c'est vraiment le premier, mais rallongé avec des espèces d'effets de dopage. Si vous voulez tester l'expérience, ça reste sympa. Faut quand même parler un minimum anglais parce que faut pas déconner, hein. Vous avez pas une version française. Maintenant, ouais, c'est cool comme jeu, c'est sympa, ça permet de tester Dragon Dogma, et si vous trouvez qu'il y a un potentiel, dites-vous que le Dragon Dogma original et le 2 seront bien mieux. J'ai pas grand chose de plus à en dire, j'ai pas non plus été très très loin, mais je sens que le jeu a vraiment un beau potentiel. Nouveau jeu, et celui-là c'est pas un des moindres, c'est un de ceux qui nous a le plus occupé je pense depuis le début de l'année. Il s'agit de Arknights Enfield. Arknights Enfield, c'est le gacha par Griffline et par Hypergriff. C'est le jeu vraiment Je trouve que pour moi, c'est vraiment le jeu de whip, parce que tous les personnages sont des hybrides d'animal. Il n'y a que le personnage principal qui justement est un humain, et du coup tout le monde le regarde en disant « Mais ah, t'es bizarre toi, t'es capable de faire des trucs... t'as pas des oreilles comme nous !» C'est un jeu en vrai qui surtout vous donne l'occasion de jouer à Satisfactory parce qu'il y a un système de minage, il y a un système d'usine qui vous permet de sortir les objets, qui vous permet d'automatiser plein de choses. Donc en fait tout ce qui est chiant dans la majorité des gachas, ben là c'est généré de manière automatique. Il n'y a que quelques objets que vous ne pourrez pas récupérer de manière automatique. Et en vrai... il se compte sur les doigts d'une main. Moi je trouve que c'est vraiment un bon jeu. L'histoire est assez intéressante. C'est pas désagréable à suivre. Ils en sont à la 1.2, si je dis pas de bêtises, ouais. Ou la 1.3, enfin en tout cas, les mises à jour sont pas trop déconnantes. On sent qu'il y a eu un raté sur la dernière parce qu'il y a eu qu'un seul personnage au lieu de deux. L'histoire aussi va assez vite, alors c'est peut-être moi aussi qui joue pas assez, mais je sens bien que j'ai du retard sur pas mal de trucs. J'ai toujours pas terminé Enfin, je suis quand même bien avancé dans l'histoire principale, mais il me reste beaucoup de quêtes secondaires à faire. Peut-être mieux. On se les fera ensemble. En tout cas, il m'a pas donné envie de le lâcher. Et surtout, un truc qui est plutôt cool, c'est que l'upgrade de personnage n'est pas infini. C'est long, mais c'est pas comme un Genshin Impact où vous allez devoir pull des milliards d'armes pour tomber sur la bonne et tomber des milliards d'équipements pour au final voir qu'ils l'ont nerfé et qu'il y en a une autre mieux qui sort. Ça c'est vraiment insupportable. Là c'est quand même assez straightforward, il faut que tu mettes une espèce de petite sphère dans ton arme pour l'améliorer. Et une fois que ta sphère est améliorée à fond, et ben c'est terminé. Et en fait c'est pas si compliqué de la monter. C'est long, mais pas compliqué. Donc ouais, gros potentiel, vraiment une des découvertes 2026, j'en avais pas du tout entendu parler, enfin j'en avais peut-être entendu parler mais il m'avait pas marqué. Je l'ai testé parce que j'ai vu des vidéos dessus, je me suis dit ça a l'air rigolo et au pire je vais pas y jouer longtemps.
Bon, bah, force est de constater que je me suis trompé. Le seul problème que j'ai avec ce jeu, si j'en dois en donner un, c'est Dapan, hein. C'est comme d'habitude, les furries n'ont rien à faire dans ce genre de jeu pour moi. S'ils me ressortent des furies, je poulerai pas. Et pas vous mentir, les personnages masculins, la plupart du temps, c'est pas top. Mais au-delà de ces deux détails, ouais, c'est vraiment un bon gacha. Pareil, hein, si vous jouez free to play, si vous faites vos quotis de manière à peu près normale, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Jeu suivant, dans la lignée des jeux qu'on m'a offert, que l'éditeur m'a offert pour pouvoir le tester en ligne, en live, il s'agit de Goblin Sushi. Goblin Sushi, c'est un jeu où vous gérez un restaurant de sushi dans le monde avec des gobelins. Dans le principe, c'est pas trop mal. Hein. Alors, c'est beaucoup de blagues à base de on va te faire du pipi caca et on va te faire des sushis à base de poissons pourris et de trucs. Mais si vous fermez un peu les yeux là-dessus, c'est un bon roguelite avec un système de multiplication, avec des trucs marrants. Le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que quand il est sorti, il était buggé jusqu'à la moelle, et comme j'y ai joué Day One, voilà, vous voyez la quantité de pognon qu'il faut sortir, bah ça donnait à peu près ça, sauf que ça marchait pas. C'est-à-dire que le mec, il voyait le pognon passer devant lui, il le prenait pas. Du coup, bah, j'ai cassé le jeu. Je lui ai jamais redonné sa chance, ça peut peut-être être bien. Faudrait que je réessaye. Bon, après, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un petit roguelite rigolo. Ça vous occupe quelques heures si vous voulez le tester. Jeu suivant, toujours dans la ligne des jeux rétro qu'on a pu tester, nous allons parler rapidement de Quakeshot. Alors Quakeshot, ça fait partie des jeux Disney qui sont sortis sur Mega Drive, et Quakeshot, c'était un espèce d'Indiana Jones, c'est un peu dans la lignée des Picsou qui traversent le monde. C'était un jeu qui était quand même très cool, hein, pour l'époque. Évidemment, c'est un jeu dont il n'y a pas de trailer, donc je vous ai trouvé ça, c'est pas terrible. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup mieux. Le principe, c'est que Donald apprend qu'il y a un trésor de mon cul, on ne sait où, et bah, il va partir avec Riri, Fifi, Loulou pour essayer de le retrouver, et Patibulaire va bien entendu intervenir pour essayer de lui piquer le trésor, et le trésor au final sera de la merde, parce que c'est Donald, hein, c'est pas un jeu avec l'oncle Picsou. C'est un jeu sur lequel j'avais buté quand j'étais petit, et sur lequel... mais celui-là, je l'avais terminé, et je dois encore l'avoir. Je crois que je l'ai en version japonaise, ce qui fait que j'ai jamais eu les textes. Donc là, c'était l'occasion d'y jouer avec les textes. Alors ça s'est fini en 2-3 heures, parce qu'on connaît bien le jeu. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de jeu que je recommande si vous avez des enfants. Il faut jouer avec eux parce que le jeu n'est pas traduit, et parce que vos enfants ne sauront peut-être pas lire, mais ils vont jouer avec leur héros. En 2 heures, la partie est terminée, parce que bah, le jeu est terminé. Il me semble qu'il y a un système de sauvegarde, mais j'en suis pas certain. En tout cas, ouais, bonne expérience, bon jeu, sorti dans les années 90, vraiment la période d'excellence des jeux. Et celui-là était très très bon. On va rester sur les jeux rétro, et on va parler d'un autre jeu qui m'a bien plu en 2026, qui en tout cas m'a occupé. Alysia Dragoon, un jeu qui est sorti dans les années 90, un platformer assez classique dans le principe. Le principe, c'est que vous êtes la reine de mon cul. Enfin, le lore est, comme d'habitude, pas très bien expliqué. Le seul truc que vous savez, c'est que vous avez la capacité de contrôler 4 dragons. Un qui crache des flammes, un qui jette des boomerangs, un qui fait des éclairs et qui vaporise toute la map, et le dernier... je sais plus. Je crois que le dernier, il encaisse des dégâts, un truc comme ça. Vous pouvez lancer des éclairs qui vont prendre en puissance et qui deviennent de plus en plus forts. C'est assez cool comme jeu, la DA était vraiment assez incroyable, hein, pour l'époque. Enfin, il y a vraiment eu un beau travail. Je pense que c'était un peu un jeu qui était pensé pour faire une licence qui n'a jamais été faite malheureusement. Mais moi, c'est un jeu qui m'a marqué, je l'avais à l'époque, je pense que oui, je l'ai encore. Très sympa, si vous voulez faire un platformer. Alors c'est un platformer qui vous pardonnera absolument pas, parce qu'il est extrêmement dur, comme les jeux de l'époque.
L'idée, c'est quand même que vous puissiez pas le finir. Hein. Vous avez lâché 500 balles, si en 2 heures vous l'avez terminé, on est un peu dégoûté. C'était cool, on a dû utiliser un peu de save state pour tout finir. Mais à ce détail près, bon jeu, cool. Ok, alors jeu suivant. C'est encore une démo, mais c'est un peu particulier parce que c'est une démo qui n'a pas le nom du jeu et qui en fait constitue juste une démo de qu'est-ce que le jeu va pouvoir donner. Il s'agit de Tiling Forest, la démo de Tiling Town. Alors Tiling Forest, déjà c'est un jeu où il n'y a pas de trailer, donc j'ai été obligé de piquer le gameplay de quelqu'un. Le principe, c'est que vous avez des tuiles et vous devez les amener vous devez créer un chemin sur un autre vers une autre sortie. Sauf qu'au début, vous n'avez comme là que les trucs qui vont tout droit ou les trucs qui tournent de la gauche vers en haut. Et il faut vous démerder pour rejoindre. Donc typiquement, vous voyez, là, vous êtes juste profondément niqué. Ah, lui, il en a encore un peu plus. Donc vous allez d'abord faire que des raccords. Mais vous voyez qu'il y a plein de cases là actuellement qui sont pas complétées. Donc le but ultime en gros c'est de récupérer assez de tuiles pour remplir l'intégralité des cases qui sont en damier. Ce qui parfois est compliqué. Typiquement, si vous regardez là sur la partie en haut à droite, voilà ce qui est en train de mettre en highlight, il va falloir faire une espèce de mare de terre et faire un arrondi. Le jeu va vous donner plein de manières de finir, et une fois que vous avez tout terminé, là le jeu vous dit ok, et maintenant tu vas me faire des fleurs. Et pour faire des fleurs, il faut qu'il y ait un tronc qui va vers la gauche et un tronc qui va vers la droite et un chemin qui passe entre, et là vous avez des fleurs, mais pas plus d'un. Si votre chemin passe entre 2 troncs c'est bon, mais entre 4 troncs ça pète les fleurs. C'est une vraie, c'est vraiment ce genre de puzzle très, très japonais dans le principe, avec l'idée de il va falloir résoudre un problème qui va devenir de plus en plus compliqué, mais avec des pièces qui sont très simples. Le jeu était trop bien. Vraiment, je pense que celui-là, ça ferait partie de ceux qu'on prendra Day One, parce que je me suis ultra amusé, j'étais complètement bluffé quand j'ai vu qu'on pouvait... qu'une fois que tout est terminé et que t'as bien réfléchi, et c'est un peu comme un tangram en fait, c'est une fois que t'as tout résolu, on te donne une pièce et on te dit il te manque celle-là, et t'es... Ah, et je peux vraiment la rentrer, et ouais, tu peux vraiment la rentrer. Parce que ça me fait penser à un truc que j'avais vu qui s'appelait le puzzle de Sherlock Holmes, où justement, c'est un tangram, et on vous apporte une pièce, et on vous apporte une pièce, et à chaque fois, en fait, vous pouvez l'insérer, mais il faut tout rebouger, et c'est des puzzles qui, moi, me semblent très impressionnants. Donc ouais, très bon jeu, guettez-le, il a l'air bien. Nouveau jeu, nous allons parler cette fois d'une autre démo, mais une démo qui me tient un peu à cœur, parce que c'est un des jeux, je pense que j'ai le plus saigné dans sa version avant qu'il soit en remake. Il s'agit de Panzer Dragoon 2 Zwei en édition remake. Alors Panzer Dragoon 2 Zwei, vous vous doutez bien que c'est la suite de Panzer Dragoon, c'était sorti sur Sega Saturn, c'était une exclusivité à l'époque. C'est un jeu avec quand même des gros polygones, hein, c'est vraiment le début de la 3D. Le côté cool, c'est que vous montez sur votre dragon et vous pouvez viser dans les 4 cadrans, donc devant, derrière, sur les côtés. Et vous pouvez en fait juste balader votre viseur vers la gauche et faire l'intégralité du tour autour de vous. L'histoire va vous emmener à travers beaucoup de monde. Le jeu est pas très long, hein. Dans mes souvenirs c'est 2-3 heures, mais le jeu est blindé de secrets. On l'a pu le tester dans la démo. Il y a typiquement un moment où vous tombez sur des espèces de raptors montés. Si vous tirez dessus, vous allez aller dans une voie du niveau, mais si vous leur tirez pas dessus, ils vous emmènent dans une autre voie du niveau, et c'est beaucoup de sélections comme ça. C'est un jeu qui était très cool, à voir combien ils le vendent, parce que bon, ça m'emmerde toujours de repayer un jeu que j'ai déjà fait, que j'ai déjà terminé, mais ouais, ce serait assez sympa à faire. C'est le moment où il tombera de prix, je pense qu'on se le prendra. Jeu suivant, toujours dans la série des démos qu'on a pu tester durant je ne sais plus quel festival sur Steam, nous allons parler de The Ratline.
The Ratline, si vous avez vu la série Hunter sur Prime, c'est exactement ça. On vous envoie traquer des nazis après la Seconde Guerre mondiale, les nazis qui se sont planqués en Amérique, à base d'informations qui sont assez fragmentaires. Vous allez avoir des petits indices, vous allez avoir énormément de potentiels coupables, et en fait, plus vous allez creuser et plus vous allez découvrir qu'il y a des coupables. Et le truc qui est un peu salaud, c'est que les affaires s'imbriquent entre elles, c'est-à-dire que la première affaire va peut-être vous donner des pistes pour la troisième affaire. C'est un jeu qui était très sympa parce que du coup c'est que de la réflexion. Voilà, c'est vraiment un jeu à la Obradine. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment bien amusé dessus. À voir quand il sortira et à voir à combien il sera, mais je pense qu'on se le fera celui-là. Il était très très cool, très sympa. Si vous aimez les jeux d'enquête, hein, vraiment, c'est Sherlock Holmes mais sans la partie action, vraiment mode repos. Jeu suivant, toujours dans la lignée des démos qu'on a pu tester, nous allons parler de MapMap, un jeu à propos des cartes. Alors, comme son nom l'indique, dans MapMap, vous allez faire des cartes. Le principe, c'est qu'on va vous dire, note sur la carte où penses qu'il y a, je sais pas, le plus grand arbre du truc. Sachant qu'on ne vous donne qu'une indication. Et vous allez devoir, en fait, compter votre nombre de pas. Donc là, vous voyez, genre, là, il y a une indication, tu regardes là-bas, tu te dis, à 10 pas, il y a quelque chose, donc là-haut, voilà, poum, il y a ce truc-là, et vous devez être au plus près. Sachant qu'il y a pas mal de secrets, parce qu'au bout d'un moment on vous dit le trésor est caché à 10 pas de ce truc là, ou à 15 pas de ça, et c'est marqué sur un mur, ou c'est marqué à l'intérieur d'une maison, donc il y a un aspect assez réflexion. La démo était pas mal longue, hein. On a fait genre 4 îles, ce qui est pas énorme, mais il y avait beaucoup de surprises. C'est très reposant, parce que du coup il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de stress, c'est vraiment prends ton temps, fais ta map. Ouais, c'est sympa comme jeu. C'est pas le jeu sur lequel je vais me jeter parce que, bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais ado, jeune enfant, ouais, carrément. Bon jeu, sympa. Jeu suivant, toujours dans la lignée des démos qu'on a pu tester durant je ne sais plus quel festival, nous allons parler de Next Passion. Vous êtes en pleine période de l'URSS et vous gérez une espèce d'hôpital et vous devez vous assurer que les papiers qu'on vous donne sont réglementaires avant d'envoyer les gens voir les docteurs. Sachant que bon, c'est un bon truc du RSS, donc plus vous balancez de gens et plus vous gagnez d'argent. C'est vraiment un digne successeur de Paper Please, hein, on va pas se mentir, avec cette possibilité de corruption, c'est-à-dire que les gens ils vont vous dire ah vas-y s'il te plaît, je suis malade, laisse-moi rentrer, ouais mais mec t'as pas les papiers, oh, vas-y je te donne 10$. Vous pouvez peut-être accepter une erreur. Ce sera à vous de décider. En tout cas, si vous avez aimé Paper Please, c'est vraiment dans la lignée de Paper Please. C'est un jeu qui est très cool. Je ne peux que vous le recommander quand il sortira, à moins qu'il soit peut-être déjà sorti. Je sais pas. Jeu suivant, un autre jeu qu'on a testé pendant ce festival, il va y en avoir beaucoup malheureusement pour vous. Nous allons parler de Catlands. Catlands, c'est... comment vous dire? C'est un peu comme si on vous avait filé un Tetris. Vous avez des pièces autour d'un tableau, ces pièces ne peuvent être glissées que dans un seul sens, vous ne pouvez pas par exemple les monter, les descendre, vous ne pouvez que les glisser selon une direction, et vous devez vous arranger pour que votre plateau ressemble à quelque chose, c'est-à-dire que les routes doivent être ininterrompues, les cours d'eau doivent être ininterrompus, les lacs doivent se fermer, etc. etc. C'est pas très compliqué, hein. Très honnêtement, je suis jamais tombé sur une énigme qui m'a vraiment retourné la tête. Ça a l'air rigolo, mais en gros, c'est si vous voulez vraiment un jeu avec des énigmes simples, qui va pas vous prendre trop de temps, je pense qu'il est pas mal. Il y a un petit système aussi de gestion de votre propre base, où vous pouvez mettre des chats selon certaines conditions. À voir. Si vous voulez un petit truc pour vous reposer, je pense que ça peut faire le taf. Jeu suivant, encore une démo mais aussi un simulateur du travail. Nous allons parler de Akihabara Gacha Capsule Shop Simulator. Dans ce jeu, comme le nom l'indique, vous allez pouvoir faire un magasin de gacha, donc un magasin où vous vendez ces machines, où vous mettez des pièces, vous tournez un truc et vous avez une bille qui descend, et dans cette bille vous avez une figurine, un personnage, un merdier, un machin.
Que dire? En vrai, c'était rigolo. Bon, je l'ai vraiment testé histoire d'eux, parce que bon, c'était pour tester, quoi. C'est rigolo parce que ils ont ce principe que les voleurs, c'est soit des mecs très très bourrins qui viennent casser les machines, ou soit c'est des yakuza qui viennent vous extorquer du pognon. Et dans les deux cas, vous pouvez leur latter la gueule, ce qui est assez marrant. C'est sympa que ça se passe, du coup, directement au Japon. De mémoire, je crois que dans celui-là, il y a un système de jeu de cartes aussi qui fonctionnait, mais je me trompe peut-être. Bon. Après, on va pas se mentir, les gachas, les réels gachas comme ça, où il faut ouvrir une bille pour avoir le personnage rare, bon, c'est pas trop mon délire. Le jeu était fonctionnel, maintenant, vous dire que c'était vraiment le meilleur jeu de tous les temps. Si vous aimez vraiment ça, peut-être, mais bon, sinon, il y a beaucoup d'autres jeux de... beaucoup d'autres jeux de simulation de travail qui fonctionnent très bien. Ok, alors jeu suivant, nous allons parler de Thank You for Your Application. À nouveau un jeu qu'on a testé pendant je ne sais quel festival durant les démos. Alors celui-là, il y a un peu plus à dire parce que il est un peu plus compliqué que les autres. Je m'explique. Dans ce jeu, vous êtes recruté comme recruteur, donc vous avez des candidats qui viennent et il faut les accepter ou non. Donc l'entreprise vous donne des conditions, et à vous de voir si les candidats les respectent et si du coup ils peuvent rentrer dans l'entreprise ou non. Sachant que le lore ressemble un peu à celui de Gun, vous êtes dans une espèce de ville ultra technologique qui est dans les airs, et les gueux qui viennent d'en bas, vous devez les filtrer pour ne garder que la crème du monde. Voilà, à Aeropolis. Et du coup, évidemment, il y a tout le délire ultra malsain, on va dire, de dire non mais s'ils viennent de là-bas, considère que tu dois les jeter, ou alors il faut vraiment qu'ils soient top. Et évidemment, comme dans Paper Please, plus ça va avancer, plus ça va être compliqué, donc il faudra vérifier que mentalement ils peuvent suivre, il faudra vérifier qu'ils viennent de la bonne école, que les tampons sont bons, etc. etc. C'était pas mal, je l'ai trouvé mieux que Next Patient, parce qu'il était assez complet. Même s'il est dans son propre délire, même si c'est un peu moins ancré dans le réel, ouais, j'ai bien aimé. Je pense qu'il a un beau potentiel, ce jeu. Ok, jeu suivant. Nous allons parler d'un autre jeu qu'on a pu tester en démo. Il s'agit de Secret of Velandar Castle, le jeu d'escape room. Secret of Velandar Castle nous proposait uniquement la première salle avec des énigmes qui étaient déjà très alambiquées. Je veux pas être très gentil avec ce jeu, mais on va pas se mentir, un jeu d'escape room pour moi, il doit vous donner des bonnes pistes pour le résoudre. Celui-là n'y est pas arrivé. On va pas se mentir non plus, il y a beaucoup d'autres propositions en termes d'escape room, donc à moins que vous ayez vraiment saigné toutes les possibilités, celui-là je vous le recommande pas trop. Il est très beau, il est très sympa, les énigmes sont quand même assez inspirées. Maintenant, est-ce que ça suffit à en faire un bon jeu que je vous recommande? Non. Peut-être que plus loin c'est mieux, mais en tout cas la démo m'a pas vendu du rêve, et je me rappelle que la démo il a fallu que j'aille chercher un moment la solution parce que j'étais bloqué de chez bloqué, je comprenais rien. Et quand tu es bloqué par une énigme, c'est qu'elle a été mal conçue pour moi. Sans me considérer comme le meilleur du monde, faut quand même avoir un esprit sacrément tordu, et même avec mon esprit tordu, j'ai pas réussi à résoudre. Donc non, je pense que vous vous amuserez mieux sur un Escape Academy, sur un Escape Simulator que sur Smash. Jeu suivant, toujours dans la lignée des démos, hein, on n'est toujours pas parti, nous allons pouvoir parler de Runedice. Runedice, c'est un jeu de roguelite dans lequel vous allez lancer des dés, et où vos dés vont s'aspirer mutuellement. C'est-à-dire que si vous lancez un dé à une face, et qu'il tape un autre dé à une face, il devient un dé à deux faces. Et si ce dé à deux faces tape sur un dé à deux faces, il va monter à 3, etc. etc. Et tous ces dés vont s'augmenter, vont vous permettre de taper. Alors, c'est quand même un idle game, c'est-à-dire que vous ne gérez que le lancer de dés, mais ça marche quand même relativement bien. Vous allez pouvoir changer vos dés, donc vous allez avoir des dés de base, que vous allez ensuite changer contre des dés qui rendent de la vie, des dés qui font des dégâts, qui vous donnent du pognon. Alors,
clairement, vous n'avez pas autant de dés que ça, hein. Dans le trailer là que vous voyez, ils se sont vraiment gavés. Dans la démo, on avait une dizaine de dés grand max. Mais ouais, ça fait des événements assez rigolos, et je pense qu'en fin de game, ça peut ressembler à ça. Le jeu doit être sorti depuis pas très long, parce que j'ai vu des annonces comme quoi il sortait. Je sais pas si on le fera, parce qu'il a l'air quand même d'être un gros morceau, mais c'est assez cool, et le fait de pouvoir changer de perso, et donc de démarrer avec d'autres dés, ça marchait plutôt bien. J'ai évidemment oublié de le relancer, j'en suis désolé. Dans le principe, ça marchait plutôt bien. Avoir un personnage bourrin vous donne des gros dés, avoir un personnage subtil vous donne beaucoup de dés, via des systèmes voilà, de poison, enfin... Ouais, j'ai bien aimé, je vois le principe. C'était pas ultimement beau dans mes souvenirs. Maintenant, c'est pas nécessairement dramatique. Jeu suivant, jeu dont on ne m'a donné que la démo, mais qui fait partie un peu des jeux partenaires de 2026. Nous allons parler de Cannon Keep. Cannon Keep, ça me fait un peu penser au jeu avec le dôme là, c'est-à-dire que vous allez construire un château, que vous allez agrandir, sur lequel vous allez mettre des armes, et plus vous allez agrandir, plus vous allez mettre des armes, et vous allez mettre des bâtiments qui améliorent les armes à proximité, donc il va falloir bien organiser votre merdier de manière à ce que les armes fassent le maximum de dégâts, et que vous preniez le moins de dégâts possible. C'est un jeu qui est pas trop con, qui était assez rigolo dans le principe, mais c'est exactement le principe de je sais plus comment il s'appelait, c'est Under the Dome dans mes souvenirs. Vous allez creuser pendant le jour et mettre vos machines à creuser sur certains points, et la nuit, vous allez devoir défendre contre des hordes d'ennemis qui vont arriver d'un peu partout. C'est une autre manière de présenter ce système de jeu. Je vais pas vous mentir que c'est pas excessivement mon style de jeu, mais la démo était sympa, il jouait 1 heure, c'était ok, donc ouais, si c'est votre kiff, si vous avez bien aimé, là, je sais plus comment s'appelait ce jeu, mais je suis sûr que vous voyez lequel c'est, hein. De toute façon, j'imagine qu'au montage, je l'aurais mis quelque part. Vous aurez le principe de dôme, là, et de creuser en dessous pendant le reste de la nuit. Et ben, c'est à peu près dans le même esprit, et c'est sympa. Ok, on va attaquer un jeu dont on a joué qu'à la démo. Et il faut que je choisisse bien mes mots, parce que là, je veux vraiment lui rendre honneur, parce que vraiment, de tous les jeux dont on va parler, je pense que c'est vraiment le jeu qui m'a le plus plu. Il s'agit de Deadwatch. Deadwatch, comment le définir? Comment l'expliquer? C'est un jeu qui est développé par un seul mec. Et dans le principe, vous vous réveillez dans un château, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que vous branlez là. Vous tombez sur la fille que vous voyez en fond d'écran, une jolie blonde qui a l'air d'être un super-héros, qui vous dit « je sais pas trop ce que je branle là », et vous allez découvrir l'aventure. Alors c'est un jeu qui est quand même assez horrifique, vous vous baladez, vous dites « oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, le château il fait peur et tout », mais en même temps il n'y a pas l'air d'y avoir vraiment d'ennemis. Et à un moment, vous allez revenir voir cette fille et elle meurt. Et vous vous dites putain, elle est morte, et quand elle meurt, en fait, l'image vous traumatise et vous revenez au moment où vous l'avez rencontrée pour la première fois. Et vous êtes coincé dans cette boucle temporelle, à vous de comprendre comment elle est morte, pourquoi et comment vous allez faire pour la sauver. C'est un jeu que je considère vraiment comme trop bien. Il a des grosses blagues trop drôles, genre typiquement la marchande, c'est une petite gamine qui porte une tenue américaine, qui se dit « je suis capitaliste comme jamais », mais si vous allez à l'arrière de sa boutique, vous tombez sur la même en version soviétique qui vous dit « Kurva, moi te donne de n'importe quoi, pas problème ». Et c'est juste trop drôle. C'est pareil, vous allez tomber un moment sur des JPEG récupérés vraiment sur Google Images, où le gars vous dit ouais mais je suis le tueur de machin, et c'était ultra drôle, c'était ultra inspiré. Voilà, vous avez ce monstre qui s'appelle Kawawai, où il vous dit donne-moi à manger, et si vous lui donnez un bon truc à manger, il vous aide, et il fait polo polo polo. Et oh là là là, ce jeu est juste trop bien. En fait, c'est un peu comme Doki Doki Panic, c'est-à-dire que vous allez découvrir plein de choses, mais faut pas qu'on vous le spoil, faut vraiment le découvrir par soi-même pour prendre la mesure d'à quel point c'est une perle, sachant que c'est une suite d'un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la suite d'un autre jeu, et vraiment cet autre jeu, il faut qu'on le fasse.
Je sens que ça a un énorme potentiel. C'est vraiment le coup de cœur 2026. Ok, alors jeu suivant, nous allons parler de Wonderberg. Wonderberg, ça me fait un peu penser à un film dont le nom m'échappe, je crois que c'était Steel Machine. Le principe, c'est que votre village est monté sur une espèce de gigantesque machine qui absorbe tout, et vous allez devoir le défendre. Alors au début, vous avez un tout petit château merdique, et vous voyez le genre d'horreur monstrueuse que vous allez avoir, et bah, votre but, c'est de manger les petits en évitant les gros pour devenir de plus en plus imposant. C'est assez rigolo, la démo n'allait pas très loin et en vrai c'était pas évident, mais ça donne bien envie de continuer. Maintenant, est-ce que vraiment on va y passer des heures? Je sais pas. Le principe en tout cas était vraiment marrant. Que dire de plus? Voilà, c'est un roguelite, hein. Si vous aimez bien les roguelites et que vous voulez manger un peu tout, vous aimez les trucs un peu bourrins, là c'est vraiment de l'arcade assez bourrine. Ça marche bien. Que dire de plus? Je pense que la démo était quand même assez énervée, hein. Le jeu était assez dur, mais c'est peut-être moi qui suis nul et peut-être la démo ne montre pas l'équilibrage vraiment final. Jeu suivant. Est-ce que vous aimez bien la série Fallout? Eh bien, si vous aimez bien la série Fallout, vous allez peut-être aimer ce jeu qui s'appelle Underchoice. Underchoice vous met dans la place d'un dirigeant d'un abri atomique après une guerre. Vous allez devoir vous démerder avec les gens qui sont dans l'abri pour faire face à des situations en espérant que ça se passe pour le mieux. Sachant que avoir beaucoup de gens vous donne beaucoup de possibilités, mais ces gens vont vouloir manger. Donc si vous en avez plein, il va falloir les nourrir et du coup ils vont coûter beaucoup de ressources. A l'inverse, avoir peu de monde vous coûte très peu cher en ressources, mais vous aurez du mal à faire face à toutes les situations. Le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est le principe que chaque jour vous ouvrez l'abri pour que quelqu'un rentre, ce qui est profondément stupide, même dans l'univers de Fallout, hein. C'est l'ouverture d'un bunker, il doit être assez rare. Maintenant, je me doute bien que si on met pas ça, le jeu se mord un peu la queue, mais j'aurais trouvé ça plus pertinent quand même de pouvoir dire, pendant genre une semaine, il n'y a qu'une journée où le bunker s'ouvre, il y a un marchand qui vient, peut-être une autre journée où il peut se passer un autre, et tout le reste c'est de l'intérieur. Au-delà de ce détail, ça marche quand même plutôt bien, c'est assez rigolo, il y a un bon principe. Si vous avez envie de vous voir si vous auriez bien géré un des bunkers de Fallout, c'est l'occasion. Nouveau jeu, encore une démo testée pendant le festival de je ne sais plus quoi, nous allons parler de Zombie Epoch Deck Apocalypse. Un jeu qui ressemble un petit peu à la DA de Darkest Dungeon. Le principe, c'est que vous êtes dans Walking Dead, vous êtes un espèce de militaire, et il va falloir se débarrasser de ces méchants zombies, sous le système un peu d'un jeu de plateau. Vous allez pouvoir vous déplacer, ce qui va coûter des coups d'action, mais qui vous permet de récupérer genre des boissons énergisantes, de la bouffe, des machins qui vont vous redonner de la vie, des trucs, des bidules. Il va falloir combattre des zombies qui peuvent avoir certaines capacités, genre des zombies qui sont immortels face aux balles, mais qui sont très sensibles aux dégâts de feu. Il va falloir les tuer dans le bon ordre, parce que certains zombies tuent d'autres zombies, alors que d'autres en appellent, etc. C'est un peu un jeu d'énigmes avec un système de deck et un système de cartes. C'est pas trop bête, mais ça m'a pas non plus paru exceptionnel. C'est un roguelite parce qu'on peut améliorer notre perso pour aller plus loin dans le jeu. Je vous cache pas qu'il y a peu de chances que j'y joue, je suis pas... J'aime beaucoup les jeux de cartes, j'aime beaucoup les roguelites, j'aime beaucoup les jeux de plateau, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche pour moi. Typiquement, là, dans le personnage, il a un pistolet, avoir un pistolet vous permet de tirer à distance, donc de pas prendre les dégâts de l'ennemi, vous vous dites waouh, c'est trop bien, dans le principe ça l'est, mais ouais, je sais pas, ça m'a pas non plus convaincu, je serais mitigé. Jeu suivant, toujours basé sur les démos qu'on a pu tester, on va parler de Housey. Housey, c'est un petit jeu de... comment dire, de configuration de pièces. On vous donne une pièce, on vous dit, ben voilà mon pépère, je viens de déménager, comment tu fais pour tout ranger? Le principe, j'aime bien.
Maintenant, est-ce que je le recommande vraiment? Je sais pas. Il y a des moments qui sont un peu bizarroïdes. Voilà, genre typiquement, je me rappelle de ce moment où vous devez voilà, refaire le plancher et on vous apporte des cartons et à un moment, enfin moi j'ouvre les cartons un par un et je les vide au fur et à mesure qu'ils arrivent et au bout d'un moment j'ai réalisé on s'était vraiment foutu de ma gueule et que dans le carton numéro 3 il y avait des trucs que j'avais besoin et que j'aurais dû placer dès le début. Au-delà de ça, c'était marrant. J'ai préféré quand même Moving Out, mais qui était dans une DA 2D. Mais c'est les goûts et les couleurs. En vrai, celui-là a l'air plus grand, plus beau. Donc, si vous avez vraiment aimé Moving Out, c'est une bonne continuation. Si vous voulez commencer, l'un ou l'autre sont bien. Donc, je vais dire que moi, ça m'a pas convaincu. C'est pas mauvais pour autant. Jeu suivant, on va parler d'un jeu dont j'ai pas de trailer, donc on va faire sans. Il s'agit de Dilemma. Dilemma, vous vous retrouvez dans la peau d'un docteur très jeune, hein, qui vient d'être employé dans un hôpital, et vous allez devoir vous occuper de patients. Donc typiquement, par exemple, votre premier patient, il vient vous voir, il vous dit j'ai besoin de médicaments, sauf que vous voyez bien qu'il a pas besoin de médicaments. Et vous êtes pris dans la tenaille de est-ce que je lui donne ses médicaments et je rentre dans le process et comme ça il me casse pas les noix? Est-ce que je lui refuse les médicaments parce que je vois bien que c'est pour son bien? Ou est-ce que je lui explique qu'il en a pas besoin et qu'il ferait mieux d'aller voir un psychiatre? Et en fait, peu importe ce que vous faites, peu importe votre décision, ça va faire varier. C'est soit votre éthique va monter, soit elle va baisser, soit votre renommée va monter et baisser, votre renommée auprès des patients et auprès de l'hôpital. Typiquement, vous lui dire oui, je te donne les médocs, vous allez perdre votre éthique, mais auprès des patients et de l'hôpital, vous êtes un bon médecin. Par contre, l'envoyer chez un psychiatre, votre éthique monte, mais l'éthique des patients baisse. Même si après, il vous envoie un message pour vous dire non, en fait, docteur, vous aviez raison, sur le moment, il vous a pissé à la gueule. Et c'est beaucoup de dilemmes comme ça, très moraux. La démo offrait assez peu de pardon, ce qui fait que les choix n'allaient que dans un seul sens. J'espère que c'était que la démo. En tout cas, le style... Alors, je vais pas vous mentir, j'aime pas spécialement le style graphique. Hein. Moi, j'aime bien des trucs très carrés, et là, ça fait très artistique. Je conçois qu'il y ait des gens qui soient très sensibles à ça. Moi, pas du tout. Mais bon, j'admets. Et ça n'empêche pas que le jeu est très intéressant. Donc, à surveiller. Ok, jeu suivant, toujours dans la série des démos qu'on a testées durant un festival. Il s'agit de Dungeon Twist. Alors, je vous le redis, vous devez savoir que j'ai un amour profond pour tout ce qui est jeu de plateau, et Dungeon Twist est un jeu de plateau. C'est un jeu un peu inspiré de Labyrinthe, c'est-à-dire qu'à chaque tour, vous allez pouvoir rajouter une case dans le château, la tourner comme vous voulez, et de temps en temps, vous allez pouvoir alterner certaines salles, certaines cases, avec une autre case que vous avez posée. Le but final du jeu est de poser la salle du trésor, d'aller chercher le trésor et de le ramener. Le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que il est ultra mal branlé. Je m'explique. Peu importe comment vous vous démerdez, l'objectif du jeu est de poser... est trop simple en fait à l'échelle du jeu, ce qui fait qu'on vous donne des systèmes de potions, de machins, de bidules pour vous upgrader et faire des combats et des machins, mais étant donné que le but est de ramener le coffre, en fait, si vous bourrez comme un débile jusqu'à avoir ce qu'il vous faut, vous ouvrez la bonne pièce, vous allez chercher le coffre, vous revenez. Je crois que dans la démo que j'ai testée, au bout de 3-4 runs, j'ai fini par trouver la bonne salle, à aller dedans, et à me barrer, et abandonner complètement mes compagnons, et j'avais gagné. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est un jeu qui a une mécanique comme ça qui peut être cassée. C'est dommage. C'est dommage, encore un jeu adapté d'un jeu de plateau sur Kickstarter, qui aurait vraiment mérité de rester là où il était, et vraiment 1000 fois j'aurais préféré voir genre Altered, HeroQuest, Descent, Dark Souls, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, Mice Mystique, Histoire en plus. J'ai pléthore de jeux où je me dis putain ils auraient pu l'adapter, ça aurait été bien, et ils adaptent ça et c'est de la merde. Donc voilà, je suis fâché.
Jeu suivant, toujours dans la série des démos, et je crois que ce sera la dernière pour cette série, nous allons parler de Data Center. Data Center, un autre jeu de simulateur de travail, mais cette fois où vous allez construire un data center. C'est profondément stupide de vouloir faire un data center tout seul, parce que c'est exactement le genre de... j'allais dire de discipline. C'est le genre de construction qui nécessite beaucoup de compétences. Il faut des compétences en informatique, en administration réseau, des compétences, on va dire, techniques pour installer les serveurs, pour les raccorder, etc. Au-delà de ce détail, c'était pas désagréable. L'idée, c'est que vous allez avoir un besoin. On va vous dire, tiens, ce client, il veut faire un calcul de machin bleu et de machin jaune, et il vous faut tant de puissance de calcul. À vous d'acheter la baie, de la raccorder, de mettre un switch, de reconnecter tous les serveurs au switch, de connecter le switch à leur machine, de me donner les bonnes adresses IP aussi. Bref, c'est un jeu qui s'adresse quand même à des gens qui ont des bonnes connaissances en termes de réseau, des gens qui se posent un peu des questions de comment ça marche un serveur, hein, et un calculateur, hein, typiquement. Maintenant, je le recommande pas spécialement, hein, si vous avez les compétences ou si vous voulez les découvrir, c'est un bon moyen de le faire. Ce sera pas un jeu facile ni intéressant pour autant. Voilà, c'est un jeu vraiment pour passionnés. Jeu suivant, un jeu qui a été ajouté au Game Pass, et vraiment à chaque fois je me dis je suis vraiment un connard de pas y jouer parce qu'il est vraiment trop bien. Il s'agit de Drop Duchy. Drop Duchy, il s'agit d'un roguelite dans lequel vous allez jouer à Tetris avec des pièces qui vont former votre royaume. Typiquement, vous avez des pièces de montagne, des pièces de plaine, des pièces de forêt, des pièces de rivière, et elles ont des formes différentes et vous allez pouvoir les emboîter. À chaque fois que vous faites une ligne, vous allez récupérer les ressources de toutes les cases qui se trouvent sur cette ligne. Donc sur les forêts, vous allez récupérer du bois, sur les plaines, des céréales, sur les montagnes, vous allez récupérer des rochers, sur les plaines, enfin sur les rivières, je sais plus, je crois que c'est des poissons, mais j'en suis pas certain. Vous allez avoir des bâtiments qui vont arriver, qui nécessitent d'avoir des cases spécifiques autour. Vous allez avoir typiquement des bâtiments où vous pouvez recruter des pélos pour vous défendre. Vous allez avoir des bâtiments qui vont vous donner de la bouffe. Vous allez avoir un peu de tout. Et le but du jeu est d'aller aussi loin que possible, sachant qu'arrivera un moment, il va falloir se battre contre le boss de fin, donc avoir une armée assez solide. Voilà, typiquement, vous pouvez, comme on le voit là, dans le trailer, vous pouvez mettre une ferme qui va transformer toutes les cases de plaine en cases de champs de blé, ce qui rapporte plus de blé. Vous pouvez mettre un bûcheron qui va récupérer le bois autour de lui. Vous pouvez améliorer les cartes que vous avez, parce que chaque tuile est en fait une carte, vous pouvez les améliorer pour avoir de meilleurs effets. En fait, toutes les ressources que vous gagnez vous permettent de récupérer des améliorations. C'est très cool, c'est vraiment ultra bien pensé. Ils ont bien pensé à mettre un système avec plusieurs factions, on va dire. Moi, j'ai surtout joué avec la faction de base, mais après, au bout d'un moment, j'ai gagné la République, qui tourne autour d'un seul bâtiment, mais qui fait un peu tout. J'ai pas assez joué à ce jeu, vraiment. Et c'est con, parce qu'il est très très bien. Si vous aimez les roguelites, si vous aimez jouer à Tetris, c'est extrêmement bien, c'est très rigolo. Pareil, le principe que les ennemis, au-delà du boss, les ennemis sont représentés sous la forme de tuiles, et vous allez du coup devoir les inclure dans votre jeu, et à vous de les inclure de la manière la plus dégueulasse possible, c'est-à-dire qu'il va falloir leur donner le moins de bonus possible, et vous en donnez le plus. Et de la même manière, quand vous allez arriver sur un boss, il y a des conditions, genre il va peut-être vous donner 2 plateaux en vous disant un moment tu peux remplir un moment tu peux remplir l'autre, à vous de vous démerder avec les pièces. C'est vraiment cool comme jeu, je lui donne pas assez d'attention, un jeu qui ne me mérite pas. Non, il est vraiment bien, si vous aimez Tetris, et si vous aimez les roguelites, c'est vraiment excellent. Allez-y, foncez. Jeu suivant, nous allons parler de River Towns. Alors River Towns, il y a un peu d'histoire autour, c'est-à-dire qu'il y a
un des développeurs qui m'a envoyé une clé pour un jeu, et j'ai négocié en lui disant, mec, tu voudrais pas m'envoyer une clé pour Riverton, je vois que vous l'avez développé, il a l'air cool, et du coup il a accepté, il m'a envoyé une clé, donc on a fait le jeu entièrement en live. Le principe, c'est un peu pareil que pour Drop Bushi, c'est-à-dire que vous allez avoir des pièces de certaines formes, et de 3 factions, la faction religieuse, la faction de la ville, et la faction des marchands. Et votre but est de marquer le maximum de points, et pour marquer des points, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut que vous fassiez des ponts. Les ponts vous rapportent énormément de points, c'est pour ça qu'il faut faire des ponts au-dessus des rivières, et il faut que les bâtiments... En fait, vous gagnez des points selon la plus grande zone que vous avez, genre si vous avez une zone marchande qui est immense, elle va vous rapporter énormément de points. Et le principe est d'essayer d'avoir une zone la plus immense possible pour chacune des congrégations. Le problème, c'est qu'évidemment, vous n'avez jamais les pièces dans l'ordre que vous voulez et ça vous emmerde. Pour pallier à ça, au bout d'un moment, vous allez avoir des quartiers neutres. Et ces quartiers neutres vont vous servir un peu de point de pivot pour faire passer de la ville vers le marchand, et de faire des croisements en fait, et au bout d'un moment bah, ça devient un peu n'importe quoi, vous allez mettre plein de bâtiments neutres, ce qui va vous permettre de vous étendre de manière très rapide et de gagner des points de manière complètement stupide. C'était assez marrant, c'était bien pensé, les pièces ont assez de forme pour que ce soit compliqué sans que ce soit infaisable. On l'a fait entièrement et j'ai pas passé un mauvais moment, donc c'était un très beau cadeau, encore merci aux gens qui me l'ont offert. Jeu suivant. Ça va être compliqué de vraiment vous le vendre, il s'agit de Easy Delivery Co. Dans ce jeu, vous jouez un chat anthropomorphe qui doit faire des livraisons. Vous pouvez voir rien qu'au trailer que le jeu est relativement moche et que ça ressemble plutôt à un espèce de spooky game qui cache des trucs. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut vraiment valoir parce qu'au bout d'une heure, j'ai vu qu'il n'y avait rien, et vraiment absolument rien dans le jeu. C'est pas beau, c'est pas intéressant, le peu d'histoire que j'ai vu ça m'a pas plu, je sais pas, peut-être qu'il y a un moment où le jeu se réveille, je sais pas quand, voilà, j'ai rien à en dire, il m'a déçu et j'ai pas envie d'y rejouer. Encore un jeu sur lequel il va bien falloir choisir ses mots parce que j'aimerais bien lui rendre honneur, ça va être compliqué. Un jeu qui est sorti depuis un petit moment, que j'avais fait à l'époque et que je me suis fait un immense plaisir de refaire. Il s'agit de Katana Zero. Katana Zero, c'est un peu l'esprit de ces jeux où vous vous mettiez à tuer tout le monde. Là, c'est comment il s'appelait déjà ce jeu? C'était Hot quelque chose là, où vous étiez en vue de dessus et vous mettiez un masque et hop, vas-y, on va tuer tout le monde. Là, c'est un peu le même principe. Vous êtes un espèce de samouraï qui peut contrôler le temps et vous pouvez du coup ralentir le temps, ce qui vous permet de contrer les balles et d'avoir l'effet super stylé quand une balle vous approche, de donner un coup de sabre et la balle retourne à son propriétaire, enfin, au mec qui vous a tiré dessus. Vous pouvez jeter des objets, vous allez avoir pléthore d'ennemis, mais votre pouvoir pour ralentir le temps va vous aider, et vous avez évidemment une histoire autour de tout ça qui est, ma foi, très 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 coolos. Le jeu se finit un peu en eau de boudin. Je sais qu'il y a un boss optionnel qu'on n'a pas fait, je crois qu'on l'a fini en 3 heures le jeu. Mais je crois que le mec qui le développe, il est tout seul, donc grand respect à lui. Il est question d'un DLC gratuit qui sortira je sais pas quand, parce que le mec est tout seul. Évidemment, la partie extraordinaire de ce jeu, c'est la musique. La musique, elle est dingo. Elle est vraiment trop bien, elle se marie super bien avec le jeu. Voilà, hein, si vous ne l'avez jamais fait, il se fait en quelques heures, il n'est pas très long, pas très compliqué. Il y a plusieurs chemins, hein, typiquement il y a ce moment où vous rentrez dans une prison, tout le monde est déjà mort, et quand vous allez trouver la cible que vous devez tuer, elle est déjà morte, et à ce moment la police arrive. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tuez tout le monde, ou est-ce que vous êtes furtif? Bon, évidemment, il y a cette gamine complètement insupportable que j'avais vraiment envie de tuer et de pas être gentil avec. Très bon jeu, très bonne histoire, très cool, et j'espère qu'il y aura une suite, en tout cas qu'il y aura un DLC à la suite.
Jeu suivant, on en avait déjà parlé dans la dernière rétrospective, mais on va en reparler. Il s'agit de Goblin Cleanup. Goblin Cleanup, un jeu qui m'avait charmé l'année dernière dans sa démo, qu'on a pris Day One, on y a beaucoup joué. Il y a eu des nouvelles mises à jour, il y a eu, je crois, 2 nouveaux niveaux qui sont sortis. Le jeu, en fait, je trouve qu'il a ce problème que il est pas comme j'attends. En fait, il aurait pu être extraordinaire en ayant un peu comme Payday le principe d'avoir une map qui se génère automatiquement, pas nécessairement complètement aléatoire, mais au moins qu'il y ait des blocs qui s'appellent les uns les autres, un peu comme les donjons calices de Bloodborne, vous voyez, ça s'emboîte et ça fait ce que ça peut. Là, ils ont juste mis les objets au hasard, mais l'architecture sera toujours la même, ce qui fait qu'on n'a pas trop envie de revenir sur les niveaux. Et étant donné que les achievements ne sont pas très compliqués à avoir, bah, une fois que c'est fait, bah voilà, c'est fait quoi. J'ai pas spécialement envie de refaire 50 fois le même niveau. Du coup, ça tombe un peu à la flotte ce truc. De plus, les mises à jour vont pas très vite. Alors, ils nous ont donné une roadmap en disant, ben, objectif, c'est que année prochaine, enfin 2026, vous ayez des trucs cool. Il y a surtout eu de la cosmétique, j'ai l'impression, ce qui est un peu facile. Mais ben, si les niveaux après, on les voit, ils sont cool, ça va être chouette. Maintenant. Si vous aimez les jeux de nettoyage, il est très bien. Il se joue en multi en plus, et ça, c'est une de ses plus grandes forces, hein, vraiment. Vous tombez sur des copains, vous vous déguisez en petite maid, et puis c'est parti, nettoyage. Ça, c'est vraiment rigolo. C'est juste un peu dommage pour la rejouabilité que les niveaux aient tous la même forme, parce que bah, une fois que j'ai fait un niveau, j'ai pas nécessairement envie de repasser 2 heures à tout refaire. On verra si par la suite le jeu tient ses promesses et devient intéressant. Jeu suivant, un autre jeu de roguelite comme on les aime, Dice a Million. Vous avez toujours aimé lancer des dés? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire combien de lancers de dés je peux faire pour avoir 1 million de points sur mes dés? Eh bien, c'est un peu le projet de Dice a Million. C'est un roguelite sur lequel votre main va avoir des anneaux qui va vous donner des effets. Vous allez lancer toutes sortes de dés, des dés à 20 faces, à 6 faces, à 100 faces, à 4 faces, avec des effets qui permettent de relancer, de bidule, de machin. C'est un jeu qui est, je trouve, assez dur, qui est assez marrant. Maintenant, il n'est pas assez travaillé pour que j'ai vraiment envie de m'y intéresser au-delà de la raison, parce que bah en fait ça fait partie de ces jeux où beaucoup de runs dès les 5 premières minutes vous savez que vous avez perdu à long terme et flemme quoi. C'est pas mal mais c'est pas le meilleur roguelite et ça m'a pas, j'ai beau aimer lancer des dés, ça m'a pas plus charmé que ça. Jeu suivant, un autre jeu qui m'a été offert, on avait fait la démo et on s'est amusé vraiment comme des barges. Screechy Scratchy. Vous aimez les jeux de gratte-gratte, vous aimez le millionnaire, vous aimez le banco? Eh ben Screechy Scratchy, c'est pour vous. C'est un jeu où au début, vous êtes un pauvre plongiste de merde à faire des assiettes pour gratter $1 par-ci par-là. Et au bout d'un moment, on vous dit « Hey mec, tu voudrais pas plutôt gratter des jeux ?» Et en fait, c'est un roguelite. Donc au début, les jeux vous rapportent pas toujours de l'argent et il va falloir encore laver des assiettes. Mais au bout d'un après avoir gratté assez de jeux, en fait, il vous rapporte plus d'argent. Et au bout d'un moment, vous pouvez améliorer votre chance, ce qui fait que vous êtes quasiment assuré d'avoir un jackpot à chaque fois. Et vous allez avoir des nouveaux jeux à gratter qui vont monter, puis vous avez encore de nouveaux jeux, etc. etc. Un jeu qui, au bout d'un moment, voilà, devient complètement automatique. Vous avez un ventilateur pour pousser les trucs dans un grattoir automatique et vous ne faites que regarder. C'est un peu comme un cookie clicker. Hein. C'est au début, vous allez faire les cookies vous-même et très rapidement, vous allez juste être une manière, vous allez juste avoir une manière générique de le faire. Très bon jeu, très sympa, pas très long. Les runs se font en 2-3 heures et il faut pas en faire des millions. Un roguelike qui a une fin, rendez-vous compte. Non, bah, c'était très bien. Je me suis beaucoup amusé. Je suis très content de ce jeu. Et je ne peux que vous le recommander si vous aimez les roguelites et les jeux de gratte-gratte. Nouveau jeu, encore un jeu, je pense qu'on en a parlé en 2025, et si on ne l'a pas fait, en tout cas c'est un jeu qu'on avait déjà fait. Il s'agit de Crime Scene Cleaner.
le jeu du nettoyage des scènes de crime. Vous êtes un Russe qui doit payer pour la guérison de je ne sais pas qui, si c'est sa fille ou sa nièce, ou en tout cas d'une gamine. Et pour ça, vous allez accepter les jobs les plus dégueulasses et travailler pour la mafia, qui vous enverra très souvent dans une scène en disant « Bon, il y a eu un problème, le machin s'est suicidé, ou Bidule a eu un problème ». Le côté assez marrant, c'est qu'évidemment, vous pouvez complètement dévaliser tout ce qu'il y a dans la maison, étant donné que de toute façon c'est de l'extra pour vous, et faut tout nettoyer correctement. C'est un jeu qu'on avait déjà fini, et pour la sortie de leur suite, ils ont eu la bonne idée de faire un DLC gratuit, ce qui est tout à leur honneur, où le principe c'est que chaque niveau a un mode cauchemar, et chaque mode cauchemar est un clin d'œil. Typiquement, dans le jeu de base, vous allez à un moment dans une pizzeria où il y a eu une tuerie et il y a une quinzaine de morts. Et bien, quand vous y allez en mode cauchemar, il y a des animatroniques qui ont pété un plomb et qui ont tué des gens. Et vous allez suivre du coup une histoire avec beaucoup de petits détails. C'était très 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 sympa. C'était vraiment rafraîchissant, plaisant. Ils ont aussi rajouté un mode que je trouve moins bien, moins intéressant, où en fait vous n'avez pas accès à aucun pouvoir, vous pouvez pas voir l'étage, vous pouvez pas voir où vous en êtes, et il faut tout nettoyer. Et c'est marrant, mais je me suis pas tapé une barre à le faire, et je suis bien content d'en avoir eu qu'un seul à faire, parce que je me voyais pas tout faire comme ça. C'était déjà un bon jeu, j'avais bien aimé, ils ont réussi à mettre la barre plus haut, bravo à eux. Si vous ne l'avez pas fait, beaucoup d'heures de fun du coup, parce que vous pourrez faire tous les niveaux au moins 2 fois, et peut-être 3 si vous aimez vraiment ça. Jeu suivant, je suis sûr dont on en avait déjà parlé, parce qu'il y a beaucoup à dire à chaque fois. Dead by Daylight. Que dire sur Dead by Daylight? J'ai toujours cette relation d'amour-haine avec lui. Je déteste y jouer autant que je l'aime, je déteste autant les joueurs que je les adore de temps en temps. Il y a eu quelques events, là on arrive au 10e anniversaire, on va avoir Jason. Pas très inspirant, c'est dommage de ne pas avoir plutôt fait un tueur nouveau, ou quelque chose dont on se serait pas attendu, parce que Jason il est quand même attendu à peu près depuis la sortie du jeu. C'est pareil, les nouveaux tueurs m'inspirent pas, les nouveaux personnages m'inspirent pas. Ils ont fait voilà cette espèce de truc nul avec le trickster mais en version femme. Je trouve ça nul à chier de chez nul à chier. Ils ont fait quoi? Ils ont fait l'animatronique qui est une espèce de purge absolue. Plus ça va, plus les tueurs sont complètement pétés. Bof. Comme je dis, il n'y a pas d'autres jeux qui arrivent à ce niveau, et en même temps, il est extrêmement frustrant. Donc, bof. Ça reste un jeu qui est joué, au moins. Jeu suivant, un jeu qu'on a fait avec ma meilleure amie et avec une vieweuse. Nous allons parler de Roadside Research. Roadside Research est encore un jeu du travail, mais cette fois avec un plot assez rigolo. Vous êtes dans une petite station essence perdue aux US, dans des montagnes où on raconte qu'il y a des aliens, et ben ça tombe bien parce que vous êtes des aliens. Et oui, derrière ce masque subtilement posé, en réalité, vous faites des recherches sur les humains. Sur le principe, super drôle. Le problème, c'est que c'est super drôle pendant environ 20 minutes. C'est cool en fait d'avoir un jeu comme ça où vous pouvez faire des courses, et où vous pouvez espionner les gens. Mais le problème, c'est que quand vous faites vos recherches sur les gens, il faut ramener leurs détritus. Un peu comme dans Retour vers le futur 2, où les détritus alimentent la DeLorean, et bien là, les détritus vous donnent des points de recherche, et les points de recherche vous permettent d'améliorer quand même bien votre boutique, donc c'est important d'en avoir. Assez rapidement, vous allez débloquer la poubelle qui mange automatiquement les détritus et qui les transforme en points de recherche.
excellent, trop bien. Sauf que vous avez une barre de recherche, enfin comment dire, pas de recherche, de doute des clients, et plus cette barre monte, plus ils sont à même d'appeler des Men in Black pour s'assurer que vous ne posez pas un problème. Évidemment, cette barre, quand vous mettez 3 poubelles, elle est déjà au cran 1 dès le début, donc vous allez avoir des Men in Black tout le temps. Et les Men in Black, une fois qu'ils vous ont cramé, c'est vraiment l'enfer. Le jeu est assez marrant sur le principe. L'idée de se dire on va faire des recherches, et on va se faire courir après, et on va se tirer dessus, et tu vas faire caca bleu ou caca vert sur le sol, il faut nettoyer. Ouais... En fait, je trouve que le principe du magasin était suffisant et à ce compte-là, en fait, Supermarket Together est gratuit et vous amusera bien mieux que ce truc. Si vous l'avez gratuitement, que vous voulez le tester ou vous êtes complètement saoulé de Supermarket Together, après tout, pourquoi pas, mais sinon, je peux pas vraiment le recommander. Bof, pas terrible, déçu. Jeu suivant. Encore un jeu du travail et encore un jeu de simulation de travail, il s'agit de TCG Card Shop Simulator. Alors celui-là c'est un peu particulier parce que TCG Card Shop Simulator de base, c'est pas terrible. Je m'explique, c'est que vous allez vendre des jeux de Terramon et Terramon c'est vraiment de la merde. Le jeu n'est pas joué, n'est pas jouable, c'est une espèce de parodie de Pokémon complètement nulle et vous allez galérer à l'infini pour gagner de l'argent. Par contre, le côté qui est assez cool, c'est que c'est un jeu qui est modable. Vous pouvez donc y inclure du Magic, du FFTCG et à peu près tous les jeux que vous aimez. Et même des jeux que vous connaissez pas, parce que moi j'ai rajouté Idle Wars, j'ai rajouté, il y avait quoi, il y a FFTCG, il y a Magic, bref, il y a énormément de propositions, il y a même des propositions NSFW, hein, il y a du Dead by Daylight, mais pour adultes, c'est très marrant, que dire ? En fait, ce qui est cool, c'est que assez rapidement, vous pouvez choisir ce que vous aimez bien faire. Si vous aimez bien faire du restock dans votre magasin, vous pouvez prendre des employés qui vont s'occuper de tout le reste. Si votre truc, c'est plutôt de gérer la caisse, vous pouvez gérer la caisse. Si vous aimez que ouvrir des cartes, vous pouvez prendre des employés qui feront tout le boulot. Et ça prend pas trop de temps avant que vous gagniez de l'argent de manière complètement obscène. Donc... c'est un simulateur que j'attendais depuis un moment, je suis assez content de l'avoir. On continuera de toute façon à y jouer, hein. Moi je suis très hype, j'adore les TCG. Je trouve juste dommage qu'ils aient pas mis un système pour pouvoir jouer à leur jeu, parce que vraiment c'est ce qui manque le plus, hein. Comme j'ai dit, hein, pour moi le Ikabara Gacha, on peut jouer aux cartes, c'est pas terrible, mais même pas terrible c'est mieux que pas du tout. Jeu suivant. Alors celui-là, j'en ai jamais parlé parce que j'y avais pas joué depuis très longtemps. Nous allons parler de Oxygen Not Include. Oxygen Not Include, vous jouez des clones qui doivent créer une base sur une planète qui est assez hostile. C'est un jeu qui se veut très représentatif de nos contraintes physiques, c'est-à-dire qu'il y a un système de température, un système de pression, un système d'oxygène, les gaz, les machins... C'est un jeu qui est extrêmement complet. Et c'est justement là que le bas blesse, c'est-à-dire que c'est un jeu qui ne permet pas en fait de faire des essais. Je m'explique. Typiquement, vous voyez ce que vous voyez à gauche, il n'y a pas de mode qui vous permet d'essayer ce genre de choses. Il n'y a pas un mode genre argent infini et tu bricoles et tu vois si ton idée va marcher. C'est toujours dans le principe de vous allez devoir tester vos systèmes pour voir si ça marche. Et le but étant toujours de prendre une fusée pour vous barrer. C'est ultra dur. Je trouve, en tout cas, à chaque fois que j'y ai joué quelques heures, et j'ai fini par abandonner parce que il te faut de l'or, il te faut ci, il te faut là, et tu commences à faire de l'électricité, et du coup pour faire de l'électricité il te faut du charbon, et du coup quand tu fais du charbon, tu fais du CO2, donc il faut que tu aies un puits à CO2, mais assez rapidement il faudra que tu prévois d'avoir des plantes pour gérer. C'est trop compliqué, trop de contraintes. La DA du jeu pourtant est marrante, le principe est marrant, mais trop long, trop compliqué.
Quand je joue un jeu de gestion, j'ai pas envie de refaire des cours de physique pendant 10 ans, j'ai juste envie de m'amuser. Et il est pas, il m'amuse pas suffisamment, il est trop compliqué. Jeu suivant, et je suis assez content qu'il fasse la suite parce que c'est exactement ce que je voulais illustrer. Nous allons parler de Nova Roma. Nova Roma, un jeu que j'ai pas joué en live, mais j'ai pu y jouer un petit peu hors live dans mon coin. Dans Nova Roma, vous jouez des peuples romains qui se sont barrés de Rome après une insurrection, et votre objectif va être de créer une nouvelle cité en tenant compte de certaines contraintes. C'est exactement le contraire pour moi de Oxygen Not Included, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très très simple. Vous allez construire des bâtiments qui ont certaines contraintes. On va vous dire par exemple, si vous voulez faire du raisin, il faut que votre terre soit assez riche et qu'elle soit en pente. Et là, ce sera optimum et vous allez trouver des cases qui sont les plus optimum. Vous allez devoir faire des bâtiments pour ci, pour là. Et la petite subtilité, c'est que vous devez faire des temples pour faire des offrandes aux dieux pour qu'ils soient contents et vous donnent des bonus. Et que vous n'en oubliez pas un, histoire qu'il soit pas jaloux des autres et qui vous s'énerve en punissant votre cité. Imaginez, vous avez une cité qui est resplendissante et vous n'avez pas d'offrande à faire à Poséidon, le dieu des mers, parce que vous vous en foutez, ben il va peut-être faire une inondation. Voilà à peu près l'idée. Bon, j'ai pas été très loin, j'ai pas une immensité, mais j'ai apprécié le côté assez simple du jeu. Et beau potentiel. Je crois qu'il est encore en early access, mais beau potentiel. Jeu suivant sur lequel on va aller assez rapidement. On va y aller assez rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo d'un truc genre 40 minutes pour le critiquer. Il s'agit de Neverness to Everness, ou NTE. NTE, c'est un gacha qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti en fin avril, avec la promesse d'un espèce de GTA-like, sauf que, en fait, ça arrive à rien, il a d'énormes erreurs. Je vais pas les relister toutes, mais l'histoire est complètement éclatée. Le principe d'un GTA ne se marie pas avec un gacha parce que, bah, typiquement, trouver des ressources pour vous upgrade vous demande de tuer des ennemis, mais GTA, le cœur n'est pas de tuer les ennemis, c'est très rare. C'est d'avoir des histoires dans une ville, donc bah du coup ça s'effondre. Enfin bref, c'est chiant possible. Le gacha est pas assez généreux pour les joueurs gratuits. Pareil, le ton du jeu se perd entre des moments complètement horrifiques et des moments qui essayent d'être rigolos, mais vraiment genre enfant de 6 ans. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. J'ai vu qu'il y a un autre gacha qui devrait sortir qui s'appelle Anata, je crois, qui part un peu du même principe. J'espère qu'ils réussiront mieux. C'est pareil, un NTE à sa sortie il était buggé, mais alors de manière indécente. Beaucoup de gens me disent ouais t'es nul, c'est pas bien, c'est pas vrai. Non, arrêtez de vous foutre de moi les gars, le jeu il est buggé, l'histoire est pas intéressante. La mascotte là que vous voyez en bas, l'espèce de loutre avec une télé sur la gueule, dans la 1.1, ils mettent une option pour lui dire de se taire. C'est quand même bien révélateur que j'avais raison et que ce personnage est insupportable. Mais bon, globalement, lancement raté, jeu raté, histoire ratée. Pourquoi vous joueriez à ça? C'est vraiment, hein, il y a beaucoup d'autres gachas bien plus intéressants que celui-là, et vous aurez pas de mal à trouver plus intéressant. Jeu suivant, un jeu qui m'a bien occupé pendant pas si longtemps que ça, je dirais pendant une quinzaine d'heures, mais qui était trop bien. Et vraiment, je lui ai laissé sa chance et j'ai bien fait. Il s'agit de Vampire Crawler, la suite de Vampire Survivor avec des cartes. Alors déjà on peut parler un peu de Vampire Survivor, hein. C'est un espèce d'ovni vidéoludique qui était vendu 4-5 balles, dans lequel vous n'avez pas de touche pour combattre, mais vous vous déplacez et les combats sont automatiques, et à vous de gagner assez d'expérience pour avoir assez d'armes, etc. Vampire Crawler donne à peu près le même principe avec un jeu de cartes. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des combos
Les combos sont basés sur le coût en mana, c'est-à-dire qu'une carte à 1, puis une carte à 2, suivi d'une carte à 3, bah, va faire de plus en plus de dégâts. Mais bah, arrive un moment où vous n'allez plus avoir assez de mana. Sauf que vous pouvez complètement casser le jeu avec les jokers. Les jokers vous permettent d'être considérés comme n'importe quel numéro, et en plus de poursuivre votre combo. Donc vous pouvez faire 0, 1, 2, 3, joker, 0, 1, 2, 3, joker, etc. à l'infini, ce qui donne des combos à plus de 60, 70, et quand vous avez la carte qui fait je pioche une carte plus 1 par combo, alors là vous avez cassé le jeu complètement. C'était trop bien, vraiment, je suis... Une fois que j'ai trouvé comment casser le jeu, je me suis amusé comme un dingue, et même avant je trouvais déjà ça pas mal. De toute façon ça a tout ce que j'aime, ça a des roguelites, ça a un principe de jeu de cartes, pareil, au bout d'un moment vous trouvez comment faire pour gagner de l'argent en fonction de votre combo, et comme votre combo est illimité, y a des choses, c'est pareil, le fait que la combo soit illimitée, ben vous allez rejouer la même carte, mais au bout de 5 fois, elle se brise et vous avez une mort qui apparaît. Le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est que justement, Vampire Survivor avait cette habitude de nous surprendre, de nous dire, ben si tu finis le niveau 1, ok, on va te donner un nouveau bonus, mais si tu finis le niveau 2 avec le même personnage, et que tu vas genre tout à gauche pendant 10 minutes, tu vas peut-être tomber sur un objet. Et il y a beaucoup de secrets comme ça, et il n'y en avait pas du tout dans Vampire Crawler. J'ai trouvé ça dommage. Mais bon, au-delà de ce détail, c'était un très bon jeu. J'espère qu'il y aura des DLC ou des trucs pour remettre un peu de secret et un peu de surprise. Mais je me suis vraiment bien amusé, c'était très très bien, et je ne peux que vous le recommander si vous aimez les jeux de cartes et les roguelites, et si vous avez aimé Vampire Survivor, que vous voulez un peu de réflexion, c'est excellent. Jeu suivant, ça fait un peu mal d'en parler, mais bah il va bien falloir. Nous allons parler de Call of the Elder God, la suite de Call of the Sea. Call of the Elder God vous met dans la peau de deux personnages, un vieux doyen un peu acariâtre, un peu isolé, qui a perdu sa femme, l'héroïne qui était dans Call of the Sea, et une jeune étudiante un peu téméraire, qui se rencontrent et qui vont aller affronter des horreurs Lovecraftiennes. Le tout sur un fond de Mountain of Madness, donc les montagnes hallucinées, avec le peuple Hit. C'était pas très bon. C'était moins bon, je trouvais, que Call of the Sea. D'une part, j'ai trouvé que c'était plus court, ce qui est très dommage. En fait, il y avait quand même ce côté impressionnant du peuple Hit, mais il n'y avait pas de vraie horreur Lovecraftienne. Après, Call of the Sea n'avait pas non plus de moments très horrifiques. Ce qui, d'ailleurs, m'avait beaucoup surpris. Moi, je pensais que ça allait être un jeu avec... quand on me lâche sur une île, je m'attendais à ce qu'il y ait des ennemis ou un truc, et en fait, non, c'est que des jeux d'énigmes. Ce qui est très bien, moi ça me va. Le seul truc, c'est que la conclusion est pas top. C'est pas très bien amené, le jeu est relativement court, les énigmes sont pas très compliquées. On se rappelle, hein, le chapitre 5 que j'ai résolu en genre 10 minutes en brute forçant le... en faisant un brute force complet sur l'énigme sans avoir vu l'escalier qui était en évidence. Aïe 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 aïe. Mais même sans ça, le jeu est court, il n'y a qu'une énigme qui est un minimum compliquée, toutes les autres se font les doigts dans le pif. C'est assez décevant. Call of the Sea m'avait posé plus de problèmes, m'avait fait beaucoup plus voyager, m'avait beaucoup plus surpris. C'est pas le digne successeur, et si vraiment vous avez aimé Call of the Sea, c'est sympa de faire la suite, mais attendez 4-5 mois que le prix divise de moitié, et là ça vaudra peut-être le coup. Jeu suivant, un jeu qu'on a fait avec des amis avec qui on a fait du jeu de rôle. Il s'agit de Outbound. Outbound, ça reprend un petit peu le principe de Stardew Valley, c'est-à-dire que vous en avez marre de la société, vous avez pris un van électrique et zou en avant, vous êtes parti pour vivre votre plus grande aventure, sachant que vous allez devoir construire votre maison et avoir des améliorations et des machins et des bidules. C'est un jeu qui se joue à 4, c'est un petit constructeur sympa. Le truc que j'aime pas trop, c'est que ça a un côté écologique, mais absurde et vraiment absolu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, genre,
déjà vous ramassez les déchets des autres, même s'ils sont genre en sac poubelle, vous devez les ramasser. Vous avez un van électrique, donc évidemment vous récupérez de l'énergie solaire et éolienne, ce qui montre bien en fait l'absurdité de ce truc, c'est-à-dire que bah, quand il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de soleil, bah, votre véhicule, brrr, il n'y a plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah si, vraie débilité de l'écologie, vous ne pouvez pas abattre un arbre. C'est-à-dire que tout le bois que vous allez ramasser, c'est du bois mort qui est déjà à terre, donc en général du bois humide dont on ne peut rien faire avant très longtemps. C'est fait par des gens qui n'ont jamais vu un arbre, j'imagine, et qui se pensent que le monde fonctionne comme ça, des gens qui n'ont jamais... qui n'ont jamais caressé le cul d'une vache, et qui doivent s'imaginer que les vaches naissent dans des œufs. Au-delà de ça, en fait, si vous arrivez à fermer les yeux là-dessus, ça reste un bon jeu. J'espère que j'y rejouerai avec gros mains, parce que vraiment, c'était sympa. C'était assez rigolo aussi, ouais, ce principe que quand vous ouvrez la maison, elle se déploie et elle est 4 fois plus grande que le van. Ils auraient mieux fait, je pense, de nous mettre une maison à un point sur lequel on peut aller et revenir, mais comme le van est très lent, ça a peut-être du sens. Si vous voulez un petit jeu reposant, là, pour changer un peu de Minecraft, où il y a un objectif assez clair et où il y a une fin, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Jeu suivant, on approche de la fin. Nous allons parler de World of Illusion, le dernier jeu de la rétrospective sur les jeux rétro. World of Illusion, je vous ai mis une publicité australienne parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. C'est un platformer à la Disney dans lequel l'histoire est complètement inexistante et le jeu se torche en 2 heures. C'est un de mes jeux de l'enfance qui avait le bon goût par contre de pouvoir être joué à 2 et ça c'était très très bien. Je n'en ai pas de grands souvenirs, mais en fait j'en ai beaucoup de bons souvenirs, mais je m'en rappelle pas vraiment. Je me rappelle que le jeu était bien et que je l'aimais bien, mais je me rappelais pas pourquoi. En y rejouant, je réalise que ça devait clairement être l'aspect 2 joueurs pour y jouer avec un copain ou avec un membre de la famille. C'est pas exceptionnel, hein, vraiment, ils en ont fait des bien meilleurs. Mais bon, c'est pas non plus désagréable. Si vous avez un enfant et que vous voulez lui faire vous voulez faire un jeu avec Disney qui marche bien, bah, allez-y, hein, c'est sympa. Jeu suivant, l'avant-dernier de cette série, nous allons parler de Occlude. Occlude, c'est un jeu que j'ai chopé dans un bundle de Humble Bundle. Le principe, c'est que vous jouez à un espèce de solitaire. Alors attention, c'est pas le solitaire de Windows. Dans ce solitaire, vous devez jouer les cartes de la même couleur dans un ordre croissant ou décroissant. Et vous allez devoir trouver les conditions qui vous permettent de gagner. Chaque jeu vous donne une condition différente, il y a plusieurs conditions à respecter, c'est du coup un jeu de recherche. Alors moi il m'a vendu parce que, enfin il m'a charmé parce qu'il m'a dit il y a du Lovecraft là-dedans. Clairement pas, hein. C'est uniquement du texte et ça a une petite odeur Lovecraftienne mais très discrète. Il n'empêche que le côté énigme de quelle est la solution pour gagner et avoir des fois la mauvaise surprise de j'ai joué une carte et pof je perds et pourquoi j'ai perdu, ça a un beau potentiel. On le finira sur la chaîne, je pense qu'il n'y en a pas pour trop long. Et enfin, la dernière image de la rétrospective, le dernier jeu pour aujourd'hui, il s'agit de Tabletop Game Shop Simulator. Alors celui-là, on va pas se mentir, je l'ai jamais testé en live parce que j'ai joué à la démo dans mon coin, j'ai fait putain c'est trop bien, et la démo, enfin le jeu est sorti à moins 40%, et je me suis dit, 7 balles, ça va. Tabletop Game Shop Simulator, c'est un jeu dans lequel vous l'avez compris, vous êtes le propriétaire d'une boutique de Warhammer. La particularité, c'est que contrairement à l'intégralité des jeux qui existent, où on vous vend un set avec des personnages, et bien là on vous vend des grappes aléatoires d'un bras, d'une tête, et à vous d'ouvrir à cette carte, enfin à cette boîte, pour reconstituer un personnage en entier, et ensuite le peindre, et à vous de voir si vous voulez le peindre ou y jouer. Enfin si vous voulez le vendre ou y jouer. Je n'ai pas pu tester le jeu, mais le jeu a l'air sympa, le système de peinture en tout cas est pas très compliqué, vous voyez, c'est un système où il faut cliquer au bon moment, sachant que vous avez quand même des opportunités de temps pour le faire correctement. C'est assez sympa,
Je sais pas ce que ça va valoir sur le long terme, parce que comme la plupart de ces jeux du travail, le potentiel se révèle sur la fin, mais ça pourrait être sympa, et au pire il coûte pas très très cher, et puis ça va occuper. Donc ouais, sympa le Tabletop Game Shop Simulator, on va pouvoir faire un équivalent de Warhammer, et en plus on pourra y jouer. On verra si c'est bien. En tout cas, on y jouera en live. Voilà qui finit cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps j'ai enregistré, je dirais 2 heures. Mais étant donné que mon OBS a craché 3 fois parce qu'il n'aime pas du tout que je supprime des images au fur et à mesure que j'enregistre, voilà, ça a été compliqué. Ça a été enregistré dans la souffrance. J'espère que cette rétrospective vous aura plu. On se revoit sur la chaîne, je ne sais pas pour quel jeu, mais n'hésitez pas aussi à venir en live, parce que les lives c'est cool et c'est toujours sympa d'avoir des interactions. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.